Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver comme chaque semaine puisque on enchaîne les cartons d'audience et puis surtout je tiens à dire que vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre mais aussi à nous soutenir sur notre chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player et c'est uniquement, j'insiste vraiment là-dessus, grâce à vous que nous pouvons, vous les souscripteurs, que nous pouvons vous proposer en exclusivité ces interviews, ces émissions chaque semaine donc soyez-en ici chaleureusement remerciés. Alors, cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir, alors désormais, on peut le dire, un habitué de cette banquette Orange, puisqu'il est venu à plusieurs reprises, mais compte tenu de l'actualité et surtout du fait qu'il était de passage à Paris cette semaine, il était évidemment hors de question de ne pas le recevoir, qu'il ne fasse pas une étape sur cette banquette Orange. On est ravis de le recevoir à nouveau et c'est surtout un des, si ce n'est le meilleur connaisseur de ce qui se passe, on va dire, actuellement du côté de l'Ukraine et de la Russie, c'est Xavier Moreau. Bonsoir Xavier Moreau. Bonsoir. Merci beaucoup d'abord de votre fidélité. Merci pour l'invitation. À chaque fois que vous me faites la joie de venir, eh bien c'est toujours un succès d'audience. Donc vraiment un grand merci à vous et également à Olivier Dutheil qui travaille avec vous. Alors je vous propose, cher Xavier Moreau, on va pas vous représenter, puisque ceux qui ne vous connaissent pas, je les encourage à voir les émissions précédentes où on vous a reçu il y a quelques mois. Je vous propose d'entrer immédiatement dans le vif du sujet. En passage, d'ailleurs, j'oubliais, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, c'est très important pour le référencement. Donc, surtout, voilà, likez bien nos vidéos et abonnez-vous. Voilà, donc on va entrer, je disais, dans le vif du sujet d'emblée, à savoir, bien évidemment, dans le sujet de cette guerre en Ukraine qui continue et ne cesse de déchaîner les passions. On l'a encore vu avec les déclarations, on y reviendra, selon moi, surréalistes de notre président de la République, Emmanuel Macron. Alors, votre dernier livre, donc Xavier Moreau, est intitulé « Ukraine, pourquoi la Russie a gagné ?» et c'est sur la guerre de l'Occident collectif contre l'Europe. Voilà, c'est un ouvrage qui fait le point globalement sur les causes et surtout les conséquences de cette guerre. Alors d'abord, cher Xavier Moreau, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la genèse de ce nouveau livre ? En fait, lorsque l'opération militaire spéciale, c'est ainsi qu'elle est désignée par Vladimir Poutine, démarre le 24 février 2022, je m'attends à ce que ça ne dure pas très longtemps. Mais à un point, mais je suis tout de même surpris, c'est-à-dire qu'au bout de 24 heures, Vladimir Zelensky demande à rentrer en négociation. Je pense que ça s'est jamais vu dans l'histoire, où en fait, 24 heures après le début d'une invasion, le chef d'État du pays envahi demande à négocier. Mais cela dit, c'était très rationnel, puisque l'Ukraine n'avait effectivement aucune chance de l'emporter contre la Russie. Elle faisait le poids ni économiquement, ni militairement. Donc, dans aucun domaine, elle pouvait prétendre tenir face à la Russie. Et donc, cette approche était raisonnable. Et 4 jours après le début de l'opération militaire spéciale, il y a une rencontre à Minsk et ça commence à négocier. Alors, ça se passe pas très très bien, puisque la délégation ukrainienne, lorsqu'elle revient, un des membres est assassiné. Donc c'est aussi les ultras et également, je pense, Washington et Londres qui veulent bien déjà mettre à la pression pour montrer qu'on va pas négocier. Mais malgré tout, les négociations continuent. Elles continuent à Istanbul. Il y a l'intervention du Premier ministre israélien Bennett qui nous apprend beaucoup de la manière dont ça s'est réalisé. Et à partir de là, on peut croire que finalement l'opération militaire spéciale va s'arrêter rapidement. Et pourtant, c'est pas le cas. Et à partir de ce moment-là, à partir donc de l'arrivée de Johnson, donc le 9 avril, eh bien la guerre commence. Cette fois, c'est plus une opération spéciale de la Russie contre le régime de Kiev, mais une guerre de l'OTAN contre la Russie. Et quand on fait le calcul des potentiels, à la fois de la puissance de l'OTAN comme puissance militaire et économique et russe, il est évident que la Russie va gagner, que l'OTAN n'est pas de taille, quand on connaît un peu les choses de l'intérieur, et également que le plan qui, à mon avis, est celui de l'OTAN, notamment de Johnson, qui suffira à l'Ukraine de tenir entre 3 et 6 mois pour que les sanctions, comme disait Victoria Nuland, qui vient d'être virée, que la Russie va subir comme on n'en a jamais vu, eh bien, ce plan-là va échouer, parce que l'économie russe est bien plus solide qu'on l'imagine, parce qu'il est évident qu'étant donné la situation macroéconomique mondiale, elle va trouver de nouveaux marchés, notamment pour ses hydrocarbures. Donc il est évident que sur tous les plans, économiques, militaires, industriels et purement militaires, la Russie va l'emporter, y compris contre l'OTAN.
Et je voulais publier, c'est ce que je dis dans mon avant-propos. Et oui, c'est ça, puisque vous dites dans vos avant-propos que vous aviez d'abord choisi le titre de ce livre en 2022. Donc j'avais envie de vous demander, vous auriez pu le publier un an plus tôt dans un contexte de forte incertitude sur le front ukrainien, ce livre, non ? Oui, j'ai jamais eu aucune incertitude sur le front ukrainien. Après, en 2022, c'est vrai qu'il n'était pas clair de savoir ce que voulait l'OTAN exactement, à quel point d'irrationalité on était tombé du côté des acteurs européens, et aussi la manière dont la Russie voulait le faire. Et je pense que c'est là notamment où je me suis trompé en 2022, c'est-à-dire que la Russie n'était finalement pas pressée, et la consigne qu'avait donnée Vladimir Poutine, qui a totalement laissé carte blanche à ses militaires. Contrairement à ce que disait Clémenceau, je suis pas du tout d'accord avec lui, la guerre est une affaire trop sérieuse pour être confiée à des civils, et surtout à des communicants, comme c'est le cas notamment du côté des Otano-Kieviens. Et donc, je pense que Vladimir Poutine avait donné comme consigne, vous faites ce que vous voulez, j'assume toutes vos décisions, y compris le retrait de Kherson, alors que la Russie aurait très bien pu tenir à Kherson, mais en revanche, le moins de pertes possible. Et ça, c'était quelque chose qui était incapable d'être compris par les Occidentaux, qui était parti, pour différentes raisons dont on pourra parler, sur l'image de l'armée russe qui va envoyer les vagues humaines, ce qui est délirant, même Kiev ne fait pas de vagues humaines, n'envoie pas des vagues humaines. Donc c'était dans ce sens-là, j'avais pas compris quelles étaient les priorités de Vladimir Poutine et quelles étaient les consignes assez légères finalement qu'il avait données aux militaires russes. Mais à partir, on peut dire, de janvier, les choses ont commencé un peu à s'éclaircir. Et puis ce qui s'est passé avant, c'est aussi, je dirais, éclairé. Notamment, par exemple, je pense que les Russes ont décidé comment dirais-je, de mobiliser en juin. En juin, j'ai retrouvé des traces en fait chez les correspondants militaires qui disent il est temps de mobiliser 500 000 hommes pour en finir définitivement, etc. Je cite d'ailleurs oui, donc il y avait des correspondants militaires qui étaient dans la confidence que je n'ai pas vu à cette époque-là. Et finalement, on s'aperçoit que je pense que en juin, la Russie s'empare donc libère totalement la République populaire de Lugansk, s'empare de Lysychansk et Severodonetsk, et à partir de là, se rend compte que pour aller plus loin, il va falloir mobiliser. Et décide d'adopter une stratégie qui consiste à épuiser le potentiel militaire ukrainien en utilisant sa supériorité de puissance de feu. Voilà. Cet ouvrage, c'est la suite de Ukraine, pourquoi la France s'est trompée en 2015 ? Tout à fait, parce qu'en plus, il y a toute une partie historique où j'explique ce qui s'est passé entre effectivement, de 2015, en gros, après les accords de Minsk, jusqu'à nos jours. C'était prévisible, selon vous, tout ce qui s'est passé depuis 2015 ? Non, je pense que les accords de Minsk auraient pu réussir. Je pense que c'était la bonne solution. Ça aurait fédéralisé l'Ukraine, ça aurait préservé les minorités, non seulement russes, qui d'ailleurs sont pas vraiment des minorités en Ukraine quand on le regarde bien, russes et russophones, mais aussi hongroises, roumaines. Encore une fois, c'est une mosaïque d'ethnies. L'Ukraine, c'est pas un pays. C'est un assemblage qui était opéré par les bolcheviks. Lénine d'abord, Kaganovitch, et puis Staline qui, jusqu'en 1945, continue à rajouter des morceaux de la Pologne, etc., etc. Donc je pense que c'était la bonne solution pour l'Ukraine, mais ce n'était pas l'Ukraine dont voulaient les Occidentaux. Les Occidentaux voulaient une Ukraine qui soit une anti-Russie. Et évidemment, ils ont précipité les choses avec Maïdan. En fait, ils ont condamné l'Ukraine en organisant le Maïdan. Alors, on va remontrer, pour revenir à cet ouvrage, la couverture de ce livre. Revenons au titre, si vous voulez bien, justement, que vous avez choisi de donner à ce livre, qui a de quoi en étonner quand même plus d'un. En quoi est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Xavier Moreau, que la Russie a déjà gagné ? Encore une fois, c'est du calcul de potentiel. Alors, pour expliquer historiquement, aujourd'hui, il y a un consensus chez les historiens de la Seconde Guerre mondiale. En gros, Hitler avait perdu la guerre en septembre 1939. Alors, c'est facile à dire maintenant, vous me direz. Mais si on fait un calcul objectif des ressources dont il dispose, notamment le énergétique, c'est-à-dire le carburant, le pétrole, des alliés dont il dispose, c'est-à-dire finalement les pays qu'il va conquérir, ou l'Anschluss, mais là, c'est pas vraiment un allié qui va compter. L'Autriche de 1938 n'est pas celle de 1914, bien entendu. On s'aperçoit qu'il est seul. Mais il croit, notamment il est persuadé dans Mein Kampf, que
eh bien, les anglo-saxons, l'Angleterre va devenir son allié. La race des anglo-saxons et des germains est faite pour s'entendre. Donc, il croit, c'est ce que j'appelle la pensée magique. Et cette pensée magique qu'on observe chez Hitler, encore une fois, je compare pas l'OTAN et l'Union européenne à Hitler. Hein. C'est simplement un système de fonctionnement où vous prenez vos désirs pour des réalités de dissonance cognitive. Et donc, vous imaginez tout d'un coup que vos désirs d'alliance avec l'Angleterre, par exemple, vont se réaliser. De la même manière que les Occidentaux étaient persuadés que la Chine, l'alliance entre, ou plutôt, c'est même pas l'alliance parce qu'il n'y a pas d'alliance signée, mais que la bonne entente entre la Chine et la Russie était quelque chose d'artificiel, de déséquilibré, que la Russie était le partenaire junior de cette alliance, et que finalement, face à la pression occidentale, Pékin capitulerait. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est produit. Et ça, c'était aussi facilement prévisible. Il était facilement aussi prévisible de voir que la Russie n'aurait aucun problème de trouver de nouveaux clients pour ses hydrocarbures. C'est comme si, par exemple, Bruno Le Maire n'avait pas vu qu'en 15 ans, l'économie mondiale a complètement changé, que la bascule s'est faite vers l'Asie, alors dire que la Chine est une économie puissante, ça c'est pas difficile, je pense que ça même Bruno Le Maire l'avait compris, mais il n'y a pas que la Chine, il y a l'Inde qui a complètement décollé, qui nous a dépassé, l'Indonésie en parité de pouvoir d'achat a dépassé l'économie française. Et donc ça aussi, donc toutes ces économies sont dévoreuses d'énergie, donc évidemment que la Russie trouvera sans problème de nouveaux partenaires dans ce domaine-là. Oui, pardon de vous interrompre, mais pour revenir à la notion de victoire, de quelle victoire on parle? Victoire militaire, idéologique ou les deux? Alors, je pense que ce sera les deux. Alors, la victoire militaire aura forcément un impact politique, hein, notamment, c'est ce que j'ai dit, c'est ma conclusion, c'est-à-dire qu'allons-nous faire de la victoire russe? Normalement, contre un régime, surtout quand il est c'est cette démocrature en fait qui caractérise l'Occident décadent. Quand un régime autoritaire, disons, s'effondre, eh bien, ça provoque généralement des soubresauts, voire des révolutions. 1905, la défaite de la Russie, qui était pourtant sur un tas d'opérations annexes, l'essentiel étant en Europe, mais face au Japon, provoque un début de révolution en Russie. Napoléon III perd la guerre contre la Prusse, il perd le pouvoir en même temps, sa dynastie s'arrête là. Donc, en fait, cette défaite militaire de l'OTAN, parce que l'OTAN s'est tellement impliquée que, eh bien, ça sera aussi sa défaite. C'est aussi quelque chose que j'imaginais pas en 2022. C'est-à-dire, je me suis dit, l'OTAN va pas s'impliquer de manière massive, sinon la défaite qui est certaine va devenir la sienne. Eh bien, si. Je pense qu'une partie des élites de l'OTAN étaient tellement aveuglées sur la question russe qu'en fait, ils se sont impliqués et aujourd'hui, ils sont coincés. Et l'OTAN révèle sa faiblesse militaire industrielle. Les pays de l'OTAN révèlent leur faiblesse économique. Et donc ça, forcément, ça va... Si vous voulez, quand vous êtes une alliance militaire et que vous n'arrivez pas à venir à bout d'un seul pays, ça va remettre en cause votre légitimité. Et finalement, il restera quoi? Une fois que vous enlevez le domaine militaire d'alliance militaire, eh bien, l'OTAN sera mise à nu. Et en fait, c'est un hégémon. C'est une domination politique de Washington, par Washington, des satrapies européennes, dont malheureusement la France, l'Allemagne, etc. Justement, en parlant l'Occident, en sous-titre, vous utilisez la notion d'Occident collectif, qu'on entend beaucoup d'ailleurs ces derniers temps. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous entendez par ce terme? Je vais vous dire la manière dont les Russes le définissent et de la manière dont moi je le définis, c'est Washington et les États esclaves. Et les États esclaves. Aujourd'hui, alors elles ont évolué. À Washington et les États esclaves, ouais. Et les États esclaves, c'est-à-dire les États européens. L'Angleterre étant quelque chose d'un peu intermédiaire, parce que l'Angleterre joue sa partition. On voit très bien que la position de l'Angleterre sur l'Ukraine n'est pas la même que celle des États-Unis. Parce que néanmoins, ils apportent quand même leur soutien. Hein. Ils apportent leur soutien, tout à fait. Mais je pense que ils vont pas aussi loin. Vous pensez que la France... Voilà, l'Angleterre, les États dans un début de guerre de Washington, c'était la destruction de l'économie européenne. Je pense pas que c'était un début de guerre de l'économie anglaise. Je pense que l'économie anglaise, avant tout, et ça c'est historique, le but de guerre anglaise, c'était l'affaiblissement durable de la Russie, voire le dépeçage de la Russie. Ça d'ailleurs, c'est pas un secret, c'est dans toute la littérature néoconservatrice ou du côté anglais, et qui emprunte beaucoup d'ailleurs aussi à la géopolitique polonaise, eh bien, on retrouve cette idée d'affaiblir la Russie en la découpant, en la dépeçant, etc. Quand vous parlez de ces États esclaves, vous parlez pas finalement de cette notion de la loi du plus fort, finalement? En fait, ce qui est assez particulier, c'est que c'est la servitude volontaire. Parce qu'en fait, on aurait les moyens de notre souveraineté, la France notamment. Alors maintenant, économiquement, non, parce qu'on est un pays socialiste ruiné, mais on avait les moyens militaires et on a toujours les moyens nucléaires.
Et étant donné notre place de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, le nucléaire, tout ça, normalement, donne à la France, qui n'a aucun territoire qui lui est contesté, bon, sauf peut-être l'île que réclament les Comores, là, qui est devenue la maternité de la maternité de l'Afrique sur le territoire français, j'ai oublié son nom. Donc, la France, en fait, pourrait être une puissance parfaitement neutre. Mais ça, on revient sur mon livre précédent, sur le livre noir de la gauche française, la volonté impérialiste idéologique de la gauche française, de la bourgeoisie, la gauche bourgeoise française, eh bien, fait que il y a toujours des ambitions idéologiques. Et on a adopté totalement l'idéologie d'outre-Atlantique, c'est-à-dire le wokisme, cette espèce de libération complète de ce qui détermine l'être humain jusqu'à son sexe, en fait. Donc je pense qu'on est arrivé là, que c'est quelque chose que les Russes quelquefois ne comprennent pas, parce que comme la Russie est un pays sans idéologie, aujourd'hui, en dehors du patriotisme, comme le dit Vladimir Poutine, finalement, s'imaginer que ce qui peut mener la politique de la France, c'est le lobby LGBT, ça, c'est quelque chose que les Russes ne comprennent pas. Et pourtant, il est évident que c'est quelque chose de central. C'est pour ça que je dis dans mon livre, d'ailleurs, le paradoxe ukrainien, c'est que l'identité de l'État kievien s'inspire à la fois de Lady Gaga et de Stepan Bandera. Mais en fait, il y a, quoi qu'il arrive, une volonté de transformer, de créer un homme ukrainien, un peu de faire tabula rasa du reste, donc de la véritable histoire du peuple ukrainien, qui est le peuple russe en fait, à part encore une fois l'extrémité ouest de l'Ukraine. Et donc il y a quelque chose d'idéologique qui joue un rôle important, je pense. Voilà. Et donc il y a cette adhésion à l'idéologie américaine, il y a cette soumission volontaire à l'hégémon. Mais ça, je pense qu'en plus, ça date, on pourrait rentrer plus en détail, mais je pense que ça date notamment des années 20, des années 30 du siècle dernier, où là, les élites de la gauche, encore une fois française, ne voulaient plus assumer le pouvoir souverain sur la France et voulaient le déléguer à une superstructure. Ils voulaient bénéficier encore des ors de la République, mais pas d'exercer le pouvoir. Ça, je pense que c'est lié à la Première Guerre mondiale, c'est lié au traumatisme, c'est lié aussi encore une fois à une vision idéologique, c'est l'influence de la révolution bolchevique, du fait qu'il y a des choses les nations sont vouées à disparaître, que c'est quelque chose de petit bourgeois, etc., etc. Donc toute cette atmosphère intellectuelle fait que les élites de la gauche française veulent liquider la France en tant qu'État souverain. Et donc c'est le but dans les années 30, c'est clair. Ça ne se passe pas comme prévu, puisque il y a la collaboration, mais si vous voyez les élites qui collaborent, ça aussi encore une fois, Pierre Laval, c'est toute la gauche française, et qui avait déjà prévu de liquider la France. Alors ils auraient préféré la social-démocratie, Hitler a son projet, après tout pourquoi pas essayer. Et c'est pour ça qu'après la défaite du Troisième Reich, ce sont encore une fois les mêmes qu'on va retrouver, qui vont nous faire l'Union européenne d'abord, la CECA, l'Union européenne, et pour finalement Maastricht. C'est la même clique, hein, en fait, qui. L'Europe, c'est la grande victime de cette guerre, selon vous? Les pays européens sont la grande victime de cette guerre. L'Europe, alors l'Europe, ça dépend ce qu'on appelle l'Europe. Je pense que l'Union européenne peut-être. C'est quoi les intérêts de l'Europe dans cette guerre, finalement, concrètement? Ça n'existe pas les intérêts. Non, si, enfin, du point de vue, on va dire la situation, le seul intérêt de l'Europe, c'est d'être en paix. Donc évidemment qu'une guerre en Europe est une catastrophe. Mais pour parler d'intérêts sérieux, d'intérêts vitaux, moi je préfère parler des intérêts de la France. Quels sont les intérêts de la France en mer Noire et en Ukraine? Zéro. Voilà, zéro. Quels sont les intérêts de la France en Russie? Bon, un partenaire énergétique, un partenaire industriel, une nation dont, comme le disait très bien le général de Gaulle, tant qu'on a été allié avec la Russie, les choses se passaient bien. Dès qu'on n'était plus allié, les choses se passaient mal. Mais je dirais, même si on voulait, ce que j'ai prôné d'ailleurs il y a 2 ans, c'était la neutralité. Contrairement au pro-Ukraine, je n'ai jamais appelé la France à soutenir la Russie dans son opération spéciale en Ukraine ou dans sa guerre contre l'OTAN. Moi, je voulais que la France soit cette puissance d'équilibre, parce que précisément, elle a la puissance nucléaire. Non, c'est trop tard. À moins qu'il y ait un changement de gouvernement radical. Mais si vous voulez, tous les partis d'opposition sont alignés sur toutes les questions importantes. D'ailleurs, pas que la Russie et l'Ukraine, l'avortement, c'est pareil. Tout le monde, il y a une domination complète de la pensée bourgeoise de gauche dans les questions internationales, dans les questions intérieures. Donc, ça voudrait dire qu'il y a un parti qui devrait surgir
Il y en a 2 comme ça qui ont surgi en Allemagne, l'Alternative für Deutschland et le nouveau parti de Sarah Wagenknecht, Bündnis Sarah Wagenknecht, donc BSV. Voilà. Mais en France, je la vois pas, honnêtement, je la vois pas sortir. Ou alors vraiment des petits partis à la marge, mais qui n'ont pas la taille critique pour influencer. Mais c'est pour ça que j'espère, encore une fois, que la victoire russe, qui sera la défaite de l'OTAN et la défaite de l'Union européenne, qui avait obtenu de nous l'abandon de la souveraineté en échange de la prospérité et de la paix, et qui nous a amené la pauvreté et la guerre, j'espère qu'il y aura un réveil, et que peut-être de nouvelles forces politiques, en tout cas de nouveaux mouvements spontanés vont naître, comme ont pu naître les Gilets jaunes, les paysans, voilà, une convergence des luttes des partis du peuple français contre les élites qui dirigent le pays depuis 1792. Voilà. Pour revenir encore une fois à mon ouvrage précédent. Alors justement, on va parler à nouveau quand même de cet ouvrage. Dans la première partie de votre livre, vous revenez sur les racines de ce conflit, un peu d'ailleurs comme l'a fait un certain Vladimir Poutine devant Tucker Carlson. Alors pourquoi est-ce que je l'ai écrit avant lui, hein. Ouais. Mon bouquin est sorti avant. Voilà, vous avez des droits dessus. Pourquoi est-ce que c'est si important, Xavier Moreau, de revenir justement aux sources historiques de cette guerre? Déjà, comme disait Jacques Bainville, l'histoire est le laboratoire de la politique. Et en fait, si certaines personnes ne comprennent pas ce qui se passe en ce moment en Ukraine, c'est parce qu'ils ne veulent pas aller chercher. Et pourquoi on refuse en Occident de regarder, à vous entendre cette histoire en face? C'est du nation building. Donc en fait, on crée. On part du principe que il y a une volonté de vivre ensemble et d'un destin commun des différents groupe qui compose l'Ukraine, qui est encore une fois une entité créée par les... Moi j'appelle ça l'entité bolchevique ukrainienne en fait, qui a été créée par les bolcheviks en 1920-1921. Donc il y a une volonté de croire, parce que ça arrange aussi le narratif occidental, qu'il y a un peuple ukrainien. Il n'y a pas de peuple ukrainien, ça n'existe pas. Si vous voulez. Il y a des Galiciens et des Volhyniens à l'ouest, il y a des Hongrois à l'ouest, il y a des Roumains. Vous savez qu'il y en a beaucoup qui vous accusent de relayer une vision biaisée de l'histoire quand même, vous avez beau. Oui, tout à fait, mais je suis prêt d'ailleurs, je suis prêt à débattre avec eux. Ce que je dis, c'est que tout cela est parfaitement... Si vous voulez, on peut mentir sur beaucoup de choses, mais la géographie et la chronologie, c'est une réalité. Donc c'est un manque de connaissance de l'histoire de la part des Occidentaux. Vous parliez de mon premier ouvrage sur l'Ukraine, pourquoi la France est trompée, c'est ce que j'ai expliqué. C'est-à-dire que l'Ukraine n'existe en tant que pays indépendant qu'à partir de 1992, qu'elle a été fondée artificiellement en tant qu'État par les bolcheviks, sous la contrainte, les premiers à interdire la langue russe. Je cite d'ailleurs le célèbre dissident Kravchenko dans les années 40. Le premier à interdire l'emploi de la langue russe à l'université, c'est Staline. C'est Staline. Staline était le grand défenseur de la dérussification de l'Union soviétique, contrairement à ce que nous raconte la propagande. Et je le prouve dans mon livre en citant ces textes de référence qui ont été publiés, et en disant que, et pour lui, jusqu'au bout, l'ennemi, ce sera le chauvinisme grand russe. Et ça, c'est une réalité. Et c'est lui qui fait la promotion de l'Ukraine en tant qu'État, il fait la promotion de l'ukrainien en tant que langue, jusqu'à ce qu'il se rende compte en 1932 que, en fait, c'est utilisé par la faction nationale bolchevique en Ukraine. Et là, ça met en danger, en fait, l'État centralisé soviétique. Donc, il arrête, on va dire, de persécuter la langue russe et les Russes en tant qu'ethnie. Mais c'est pas pour autant qu'il se met à les promouvoir. Il n'y a pas de russification, simplement, dès que vous arrêtez artificiellement de soutenir la langue russe et l'ukrainisation, elle disparaît. Et c'est pour ça que les lois qui ont été prises après Maïdan pour pour détruire la civilisation russe, la présence de la civilisation russe, du monde russe en Ukraine, eh bien, ont été extrêmement radicales, aussi radicales que celles de Staline. Je vais vous donner un exemple. La statue de la Grande Catherine, fondatrice d'Odessa, avec le duc de Richelieu, elle a été déboulonnée en 1924 par les bolcheviks, parce que c'était une trace de l'Empire russe. Elle a été remise à sa place en 2006 par les Odessites, les habitants d'Odessa. Et la statue donc la Grande Catherine, a de nouveau été déboulonnée il y a 2 ans par le régime kievien. Donc ce que je veux dire, c'est que le régime kievien aujourd'hui est de la même essence que celui des bolcheviks. C'est de faire tabula rasa d'un passé qui existe pour remplacer... et c'est pour ça que d'ailleurs je parle de wokisme bandériste. C'est-à-dire qu'en fait, vous créez une histoire complètement artificielle qui n'a jamais existé et vous détruisez ce qui existe.
Ce qui ne choque pas la gauche française, puisque ça fait 230 ans que la gauche française fait ça depuis la Révolution. Depuis 1792 exactement. Donc en fait tout ça c'est pour ça qu'encore une fois. Ça vous choque la petite parenthèse la croix des Invalides, vous savez, sur l'affiche des JO là, c'était la polémique de la semaine qui a été supprimée. Mais écoutez, il y a eu deux grandes périodes iconoclastes en France. C'était la Réforme, puisque les protestants ne voulaient pas de représentation des. C'est le fruit d'un projet, ça. Donc voilà, et il y a eu la Révolution. La Révolution a fait tomber les jubés dans les églises, a cassé les statues. Ce qu'on a reproché aux talibans dans les Bouddhas, la gauche française a fait exactement la même chose et continue à faire la même chose en détruisant les calvaires, en interdisant tous les symboles religieux. Et notamment ce dont vous parlez. Donc, si vous voulez, ce wokisme, aujourd'hui on appelle ça le wokisme, mais nous, en fait, ça s'appelle la gauche française. Cette destruction d'une histoire qui existait pour le remplacer par quelque chose de complètement idéologique et artificiel. En France, ils appellent ça maintenant, ils ont appelé ça la République. En soi, je suis pas contre le terme. D'ailleurs, j'aime beaucoup la République populaire de Donetsk, par exemple. Et bien, en Ukraine, ça c'est la même fonctionnement idéologique. On détruit le passé réel pour le remplacer par une idéologie, une histoire fantasmée, rêvée. C'est pour ça que d'ailleurs je les appelle les maîtres Gims de la. Et voilà, j'allais y venir justement. De l'histoire. Parce que là, c'est quand même assez inattendu. On va rester sur l'histoire. Vous commencez justement en faisant une comparaison osée entre Maître Gims, donc le fameux rappeur français, enfin rappeur si j'ose, et les historiens ukrainiens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu d'où vient cette comparaison? Par exemple, c'est-à-dire qu'en fait, donc le Maître Gims, je sais pas comment on prononce. Oui, je sais pas comment, je n'écoute pas. Donc, voilà. Non, en revanche, il y en a un, je crois savoir, qui vous apprécie beaucoup, mais alors rien à voir. Il serait même insulté que je puisse citer son nom peut-être juste après. Mais vous savez que Booba, je crois, vous apprécie beaucoup. Ah bah écoutez, je l'apprends. C'est inattendu, hein. Oui. Mais je sais que j'ai un public assez large en fait. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui me reconnaissent. Et ça vous fait quoi, Booba? Parce qu'il est quelqu'un. Écoutez, honnêtement, je l'écoute pas. Je suis pas un fan de rap pour être parfaitement honnête. Mais plus j'ai de gens qui écoutent. Mais ce que je dis. c'est une personnalité en tout cas qui prend des positions et qui ose. Oui, j'ai vu qu'il avait été victime d'une cabale, donc je sais ce que c'est. Donc rien que ça me le rend sympathique. Voilà. Mais cela dit, non, je ne le suis pas. Pour être parfaitement honnête, je ne le suis pas. Eh ben, ça a l'occasion. Bon, alors on vient à l'autre, mais là, qui a rien à voir. Oui, donc en fait, non, mais ce qui est que tout le monde s'était moqué de lui quand il avait dit qu'il y avait l'électricité dans les pyramides. Mais si vous voulez, le niveau des mythes qui ont été entretenus, notamment de l'existence d'une Ukraine millénaire, appelée Anne de Kiev, donc qui a épousé le roi de France, donc qui était la fille de Yaroslav le Sage. Elle l'a appelée une princesse ukrainienne. C'est grotesque. Ukraine, ça veut dire la périphérie. Donc le kraï. Donc en fait, c'est une princesse kievienne. Et elle était rousse. Et c'était une Ryurikide, c'est-à-dire d'une dynastie qui venait de Russie, de Novgorod. Et quand vous dites ça, par exemple, pour l'interview de Vladimir Poutine, ces fameux 30 minutes d'histoire, d'après vous, à qui s'adressait-il? Il s'adressait aux Ukrainiens, une fois de plus, parce qu'il savait que tout le monde allait écouter cette interview. Et il rappelait aux Ukrainiens que la dynastie qui a fondé la Rousse de Kiev à Kiev, elle venait de Russie. Aujourd'hui, ça s'appelle Veliki Novgorod, parce qu'il y a Nijni Novgorod et Veliki Novgorod. Et donc, c'était la dynastie des Ryurikides, qui était, selon toute vraisemblance, une dynastie scandinave, qui est venue, la population, il y avait des Slaves et des Finno-Ougriens de mémoire, et donc qui a demandé donc à Ryurik, le fondateur, c'est un peu comme Mérové en fait, on ne sait pas trop dans quelle mesure il a existé, mais en tout cas c'est la naissance, et donc c'est cette dynastie qui est descendue jusqu'à Kiev, et qui a fondé la Rousse de Kiev. Et aujourd'hui, c'est interdit en Ukraine de dire ça. De dire que la dynastie qui a fondé la Rousse de Kiev vient de Russie, vous allez avoir des problèmes. Et de dire aussi que du point de vue dynastique, eh bien, la Moscovie est l'héritier légitime de la Rousse de Kiev, ça aussi c'est quelque chose qui est interdit. Parce que en Russie, dans la Rousse de Kiev, comme dans le reste de l'Europe, tout est dynastique. Si je vous comprends bien, c'est vrai que c'est assez incroyable ce que vous dites. Si je vous écoute et si je vous comprends donc bien, pour vous l'Ukraine n'a jamais existé, c'est ça? À partir de 1992, elle existe en tant qu'État. Indépendant, mais en fait, elle n'a jamais été une nation, elle ne le sera jamais. Désormais, c'est raté, c'est fait. À la fin de mon livre, en 2015, j'avais dit qu'il y avait peut-être une chance de sauver l'Ukraine, c'est-à-dire de revenir à cette idée soviétique de peuple frère.
même si elle est fausse historiquement. Historiquement, les Ukrainiens et les Russes sont pas. Est-ce que c'est pas le propre de tous les États finalement de réécrire un peu l'histoire de façon avantageuse? Bah oui, mais c'est une erreur. Je pense qu'il faut pas la réécrire, il faut la décrire. Notamment l'histoire de la Russie est grandiose, l'histoire de la France est encore plus grande. Donc voilà, Dieu l'a faite. Comment dire, l'histoire l'a faite grande, Dieu l'a faite belle. Et je crois, disait Ernest Renan, je crois. Et donc en fait, il suffit de raconter l'histoire telle qu'elle est. Quand on a 1000 ans d'histoire, il y a forcément des hauts et des bas. Et je pense que c'est la vision d'ailleurs nationaliste de Ivan Ilin que je décris, que j'écris notamment, dont je parle, que je cite dans ce livre. Et donc, c'est tout à fait normal d'essayer de retrouver les racines et de démontrer que cette création, que l'Ukraine n'a pas d'existence en tant que nation. C'est un fantasme. C'est un produit des idéologies du 19e siècle, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et puis en même temps de la vision raciale et linguistique des nations. Donc, il y a un côté très germanique, hein, c'est les discours à la nation allemande de Fichte, et de montrer que ça n'a pas de fondement et que c'est artificiel, et surtout que ça a été monté par les bolcheviks. Sans les bolcheviks, il n'y aurait jamais eu d'Ukraine indépendante. Et surtout les bolcheviks, et c'est vraiment un crime, ils ont aggloméré des populations qui n'avaient rien à faire avec elles, à commencer par ces populations russes du Donbass, qui avaient une histoire complètement différente de l'Ukraine centrale ou de l'Ukraine. La pire erreur qu'a fait Staline en 1945, c'est de rattacher la Galicie et la Volhynie à l'Ukraine. Parce que là, ces peuples-là ont été des peuples qui ont été humiliés dans l'histoire, qui se sont inventés ce sont eux les maîtres Gims en fait, principalement. Ils ont été humiliés par les Polonais pendant des siècles. Ils ont été un peu, comment dire, ils ont eu, on peut dire, un âge d'or à l'époque de l'Empire austro-hongrois. Et puis après, ils ont été réintégrés de force en 1918 à la Pologne. C'est là où est né Stepan Bandera, le terrorisme, etc. Et pour finir, Staline les récupère en 1945 contre l'avis du comité central du Parti communiste. Ce qu'a fait Staline, la guerre que nous observons aujourd'hui, en fait, est le produit des décisions de Staline d'agglomérer des peuples à la République socialiste soviétique d'Ukraine qui n'avaient rien à y faire. La Galicie, la Volhynie, la minorité hongroise, la minorité roumaine, voilà. Et la langue ukrainienne, par exemple, voilà, que les médias français d'ailleurs utilisent à outrance. Ça aussi, c'est une invention, selon vous? Oui, alors non, c'est pas une invention. En fait, c'est un dialecte paysan qui a été au 19e siècle. Il y a les premiers linguistes. Le 19e siècle, c'est une redécouverte de l'époque médiévale. Vous avez notamment Walter Scott, Ivanhoe, Robin des Bois. Donc c'est une redécouverte romantique, romancée de l'histoire médiévale. Et donc ce mouvement-là, on l'observe également dans l'Empire russe. Et il y a des confréries ici à les méthodes, qui essayent de trouver les origines du peuple russe, donc le peuple biélorusse, le peuple malo-russe, le peuple et l'Ukraine. Et à ce moment-là, l'idée ukrainienne est promue, soutenue par les Polonais, qui espèrent recouvrir un jour leur indépendance et cette fois pouvoir de nouveau s'emparer de l'Ukraine en la séparant de la Russie. Ça, je vous renvoie sur mon premier livre en 2015. Hein. Donc en fait, cette promotion de cette idée, les médiévistes en quelque sorte, les philologues, les philosophes qui étudient ça, essayent de redécouvrir une langue ukrainienne. Et en fait, elle n'existe pas. Donc ils essaient de publier des textes en ukrainien, mais ça n'intéresse personne. Et ceux qui vont vraiment développer la langue ukrainienne et donner une grammaire à la langue ukrainienne, ce sont les bolcheviks. Ce sont les savants bolcheviks qui, à partir des années 20, essayent de donner une langue ukrainienne, de la même manière qu'ils créent une langue biélorusse, de la même manière qu'ils créent une langue pour tout, et un alphabet, donc copié du cyrillique, pour tous les peuples d'Asie centrale. C'est parce que Staline y croit. Staline est nommé par Lénine commissaire aux nationalités, et y croit. Et il est persuadé que tous ces peuples qui composent l'Empire russe ont été persécutés par la Russie. Encore une fois, Staline est le fondateur de l'Ukraine. Le véritable fondateur de l'Ukraine, telle qu'elle a existé jusque-là, c'est Staline. Et donc Staline demande aux scientifiques russes, russes en plus, oui, de donner une grammaire, de créer cette langue ukrainienne. Et elle prend son essor par la contrainte. Encore une fois, je cite Kravchenko, qui dans son livre « J'ai choisi la liberté », donc c'est un dissident qui vient se réfugier
en Europe, aux États-Unis. Et dans ses mémoires, il raconte que lui, étudiant à Kharkov, c'est un enfer d'être obligé d'étudier en ukrainien. Parce que la langue n'est pas du tout mature, c'est pas une langue scientifique, c'est pas une langue littéraire. Et d'ailleurs, le principal auteur ukrainien s'appelle Taras Shevchenko. Il a écrit un gros poème qui s'appelle Kobzar. Mais en fait, il écrit majoritairement en russe. Donc, c'est pas une langue scientifique. Et donc, vous imaginez ce que veut le régime kievien, c'est obliger des Russes ou des russophones qui parlent la langue de leurs parents, de leurs grands-parents, qui parlent une des plus belles langues du monde, qui a donné parmi les plus grands auteurs de la littérature européenne, qui est une langue scientifique, la langue de la classification des éléments. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout d'un coup, on leur oblige à parler un patois qui n'est même pas stabilisé, puisque en fait, ce qu'on appelle l'ukrainien, c'est souvent le surgique, c'est-à-dire un patois dont la formulation varie. Si vous vous trouvez à la frontière polonaise, vous allez avoir des mots en polonais, et ainsi de suite. Et sans littérature, à part quelques produits, comme je l'ai cité, donc notamment Taras Shevchenko. Pour vous donner un ordre d'idée, le grand auteur ukrainien, Taras Shevchenko, dont je viens de parler, a donné son nom à l'université à Kiev, la grande université à Kiev. Avant la révolution bolchevique, elle s'appelait l'université Saint-Vladimir. Ce sont les bolcheviks qui ont donné à cette université le nom de Taras Shevchenko. Et ça, faut bien le comprendre. Et aujourd'hui, dans le narratif occidental, on explique que ces pauvres Ukrainiens ont été victimes des bolcheviks. Mais sans Lénine, Kaganovitch ou Staline, et Khrouchtchev, qui a donné la Crimée, il n'y aurait jamais eu d'Ukraine. Jamais. Alors justement, vous parliez là de la Crimée, enfin vous abordiez la Crimée, venons-en justement au territoire, par exemple du Donbass et aux régions séparatistes, auxquelles d'ailleurs vous consacrez de longues pages dans cet ouvrage. En quoi ces territoires sont-ils russes? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors en fait, les territoires qui composent l'Ukraine aujourd'hui ont différentes origines et des histoires différentes. Et comment ils sont tombés dans le géant ukrainien aussi? Alors oui, en ce qui concerne l'Ukraine centrale, on va dire, c'est la victoire des Russes sur les Polonais. C'était bien sûr autour de Kiev, c'était les territoires où ont été fondés précisément la Rousse de Kiev, où la dynastie des Ryukides s'est installée en 988. Voilà. Donc, sur ces territoires ont été conquis ensuite par la Pologne, la République des deux Nations, là, avec la Pologne-Lituanie, et ont été administrés durement. Hein, c'est l'histoire de Taras Bulba. Et finalement, les Russes, je vais faire court, hein, je vous renvoie à mon premier livre. Bon, mais les Russes finissent par s'en emparer au XVIIe siècle, et ils s'emparent de Kiev en 1683 ou 86, peu importe. Donc ça, c'est l'Ukraine centrale. Le reste, toute la partie qui va d'Odessa et qui remonte jusqu'à, en gros, Kharkov, ce qu'on appelle la Nouvelle-Russie, ce sont des terres qui sont conquises par les Russes et la Crimée sur l'Empire ottoman, plus précisément sur une subdivision qui s'appelle le Khanat de Crimée. Donc là-dessus, et ça n'a jamais fait partie de la Rousse de Kiev, par quelques petits morceaux à droite à gauche, mais en gros, donc ça, c'est des terres qui sont conquises donc par les Russes. Elles sont occupées par des Tatars qui s'y livrent au trafic d'esclaves. Et ce sont surtout des terres sous-peuplées. Donc la Russie y envoie des colons. Elle y envoie des colons russes. Elle y envoie aussi des Juifs. C'est pour ça que après la défaite de la Pologne, en fait, la Russie récupère des populations juives, alors qu'il n'y en avait pas avant. Et donc, notamment, c'est raconté dans 2 siècles ensemble de Solzhenitsyn. On donne des terres en Crimée. On leur donne des terres. Et également, la Russie importe des populations chrétiennes opprimées de l'Empire ottoman. Et c'est pour ça que, par exemple, vous avez dans la toponymie des noms souvent le mot Paul, Mariupol, Melitopol, c'est Polis, c'est la cité grecque. Et vous avez également des Serbes. Slaviansk, c'était des territoires serbes. Il y a 2 zones dans le Donbass qui sont particulièrement où ont été installés des Serbes. Donc, de peuples ukrainiens, il y en a pas. Donc tout ça, ce sont des territoires. C'est soit des colons russes qui ont été installés sur des terres désertes, où il y avait très peu de monde, soit des Tatars, soit ces peuples des persécutés de l'Empire ottoman. Et ça donne en fait cette mosaïque également d'une composition composée. L'ukrainisation, ça n'a jamais marché dans ces régions-là, si je vous entends. Il y a eu toujours de la résistance, et il y en a encore aujourd'hui. Et je peux vous dire que si demain vous faites un référendum... Ouais, est-ce que les habitants de ces territoires, ils sont heureux d'avoir été conquis par la Russie, par exemple? Vous pensez que...
À quel moment Dans l'histoire, puisque... ils ont été installés par la Russie, en fait. Odessa a été créée de toutes pièces par la Grande Catherine. Sur les 10 grandes villes ukrainiennes, 8 ont été fondées par les Russes. Krivoy Rog, le vrai nom de Dniepopetrovsk, devenu Dniepro, c'est Yekaterinoslav. Et justement, aujourd'hui, si on revient à aujourd'hui, comment ils réagissent les habitants de ces territoires aujourd'hui, maintenant qu'ils ont été conquis par la Russie? Écoutez, ils réagissent. Enfin, reconquis. Oui, ils ont été libérés. Moi, encore une fois, je suis pas neutre, vous le savez bien. Ils ont été libérés par l'armée russe. Et bien, ils sont ravis. Il y a pas d'acte de résistance, la vérité. Il y a pas d'acte dans ces régions-là. Il n'y a pas d'acte de résistance. Vous faites demain un référendum auprès de la population des sites. Voulez-vous remettre la statue de la Grande Catherine? Évidemment qu'ils vont la remettre. Évidemment. Donc, encore une fois, c'est eux qui ont voulu la remettre en 2006. Il n'y a pas de raison qu'ils aient changé. Et surtout, je pense que autant il y a évidemment, il y a tout de suite quand l'opération militaire spéciale a commencé, il y a eu une mise sous stress de la population ukrainienne dans son ensemble. Mais maintenant, ils commencent à prendre du recul. Ils voient les commissaires politiques de Zelensky leur courir après dans la rue, courir après les jeunes hommes, et pas forcément les plus jeunes, pour les envoyer sur le front sans quasi-préparation. Donc évidemment qu'ils attendent la libération par l'armée russe. D'ailleurs, il y a un des responsables, j'ai oublié, je crois que c'est le chef de l'administration militaire d'Odessa, de la ville d'Odessa, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, de toute manière, il y a toute une partie de la population qui attend l'arrivée des Russes. Et ça, c'est le cas à Odessa. C'est pour ça que c'est important que je fasse notamment la liaison. Je montre à quel point les partis pro-russes ont trahi la population pro-russe d'Ukraine par la corruption. Il y a toute une partie dans mon livre. C'est ça qui est très intéressant d'ailleurs, que vous reveniez aussi sur certains problèmes de l'Ukraine, qui d'ailleurs fâchent, on peut le dire, beaucoup, et qui sont ici tabous en Occident. D'abord pour vous, l'Ukraine, ça n'a jamais été une véritable démocratie, hein, c'est ça? Non. C'est une oligarchie depuis le début. En fait, ce qui s'est passé en Ukraine, c'est passé également en Russie. Vous développez ce qu'a été le bandérisme, son héritage. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, En quoi c'est si important aujourd'hui de savoir ça? Si vous voulez, c'est l'idéologie qui mène l'Ukraine. L'idée, c'est à la fois Lady Gaga et Stepan Bandera. Lady Gaga, c'est les élites kieviennes qui veulent ressembler qui veulent adopter tout le modèle de l'Union européenne, le modèle de Washington. Donc, c'est le wokisme, etc. Et c'est en même temps, parce qu'il faut bien des gens pour faire le coup de poing et faire la guerre, c'est l'idéologie essentiellement de l'Ukraine de l'Ouest, donc qui est la vénération de Stepan Bandera. Et Stepan Bandera, les trois personnages, Bandera, Shushkevich et Melnik, qui étaient 3 collaborateurs avec les nazis. Et aujourd'hui, on en est à un tel point de réécriture de l'histoire, c'est que vous avez par exemple un des plus grands massacres, le plus grand massacre, je pense, sur ce territoire-là. Donc, essentiellement, c'était une trentaine de milliers de Juifs, mais il y avait aussi des Russes et des Polonais. C'est Babi Yar. Et donc, c'est à l'ouest de Kiev. Et donc, l'avenue qui mène à Babi Yar, c'est l'avenue Stepan Bandera. Et juste avant, il y a l'avenue Shushkevich. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez une avenue Hitler qui amène à Auschwitz. C'est exactement pareil. Donc évidemment que pour les Russes, c'est inacceptable. Et surtout, d'imposer ces héros-là qui ne sont même pas des grands soldats. C'est des exterminateurs. Le bandérisme n'a jamais fourni de héros, contrairement à ce qu'il prétend. Et donc, ce sont des terroristes avant tout, qui ont exercé leur art sur des populations civiles, non seulement ukrainiennes, mais polonaises, mais slovènes, mais slovaques. Eh bien, ces héros-là sont imposés à la jeunesse, non seulement la jeunesse ukrainienne, après tout que en Galicie, en Volhynie, ils vénèrent Stepan Bandera, grand bien leur face. Et c'est ce qui se passait d'ailleurs avant Maïdan. Mais du côté dans l'immense majorité de l'Ukraine, on vénère, c'est pas vraiment le grand, mais on admire Zhukov, Vatoutine, les grands généraux de l'Union soviétique, et puis on lit Pouchkine. Les livres sont brûlés aujourd'hui. Ça choque personne. Ils brûlent Pouchkine, Tolstoï, Dostoïevski, qui sont des monuments de la littérature universelle, je dirais, qui ont largement dépassé le simple cadre du monde russe. Donc tout ça, c'est inacceptable. Cette volonté de créer une anti-Russie qui soit mi-woke, mi-bandériste est tout à fait inacceptable. Vous utilisez une expression pour qualifier cet État, je vous laisse la dire, l'État failli. L'État failli au même titre, par exemple, que l'État irakien ou afghan. Dans ce livre, vous employez une expression. L'Ukraine est un État failli, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas. Parce que, encore une fois... C'est pas un peu excessif quand même quand vous la comparez justement à des États comme ce que je viens de dire, l'État irakien ou afghan? Mais je pense que l'État irakien peut se redresser. Je pense qu'il est en train de se redresser. L'État ukrainien s'en remettra pas. L'État ukrainien
ne se remettra pas, j'allais dire, de l'opération militaire spéciale, non, il se remettra pas de la guerre que lui a fait faire l'OTAN. Parce qu'en fait, si jamais les accords entre Kiev et Moscou avaient été signés à la mi-avril, c'est ce qui se préparait, eh bien, l'Ukraine perdait, dans le pire des cas, la Crimée qu'elle avait déjà perdue, de facto, elle perdait la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk. C'était une perte sèche, mais de toute manière, ils avaient qu'à appliquer les accords de Minsk. Voilà, ils l'ont pas appliqué, tant pis pour eux. Mais l'Ukraine subsistait en tant qu'État et était neutralisée, devenait une seconde Biélorussie, et une zone tampon entre l'OTAN et la Russie. Voilà ce qui est. Le fait d'avoir poussé l'Ukraine à continuer la guerre, une guerre qu'elle avait perdue d'avance contre la Russie, c'est un crime. Et ça mènera à sa disparition. Et aujourd'hui, c'est pas que moi qui le dis, il y a beaucoup une partie de l'élite kievienne qui le dit. Que là, l'Ukraine est en train de jouer son existence, et pour moi, c'est déjà joué. Ce qu'il en reste, alors peut-être qu'il restera, je sais pas, peut-être qu'en Galicie-Volhynie, il restera une Ukraine, un État, mais ce sera un État qui n'aura plus de taille critique. Ce sera un pays balte de plus, si vous voulez. La corruption, vous en parliez, c'est le mode de fonctionnement de l'État ukrainien aujourd'hui ? En fait, si vous voulez, la corruption, elle est dans ces régions-là, elle est monnaie courante. Ça date de Gogol, si vous voulez. Donc c'est quelque chose de courant, mais il y a un cycle en fait particulier. Zelensky, on l'entend tout le temps, mais vous diriez qu'il est corrompu ? C'est pas moi qui le dis, c'est les Pandora Papers. Si Zelensky veut démarrer son opération pour tenter de reprendre le Donbass en début 2022, c'est parce qu'il est dans les Pandora Papers à l'automne 2021. C'est parce que l'économie ukrainienne est en pleine déliquescence. Et pour revenir à votre question sur l'État failli, l'oligarchie, la corruption, en fait, la Russie et l'Ukraine basculent à partir de 1992, donc à la fin de l'URSS, dans un cycle de corruption. Où les oligarques arrivent, volent les actifs industriels de l'Ukraine et de la Russie et s'en mettent plein les poches et sont des oligarques parce que le terme oligarque, il y a le pouvoir, n'est-ce pas ? Et donc ils tiennent à la fois le pouvoir, ils décident du pouvoir politique. En Russie, et je pense parce que la Russie a une tradition étatique, l'État reprend le dessus et par l'arrivée d'abord de Yevgeny Primakov en 98 et ensuite de Vladimir Poutine, d'abord comme Premier ministre en 99 puis comme président. Donc l'État reprend le dessus. L'État est restauré comme le général de Gaulle restaure l'État à partir de 1944, comme Bonaparte restaure l'État après la période révolutionnaire. Voilà. Il y a une restauration de l'État. En Ukraine, il n'y a aucune tradition d'État puisque ça n'a jamais été un État. Et donc là, l'anarchie continue. Et au contraire, aujourd'hui en Russie, il n'y a plus d'oligarques. Il y a des milliardaires, mais ils n'ont aucune influence sur le pouvoir politique. Et au contraire, dès qu'ils commencent à vouloir faire de la politique, ils se font rappeler à l'ordre. Lorsque, très maladroitement, les Occidentaux ont sanctionné tous les Russes où qu'ils se trouvent, même ceux qui étaient anti-Poutine, donc il y a des yachts qui ont été confisqués, etc. Et la seule réaction de Vladimir Poutine, ça a été de dire, si vous les aviez garés à Sotchi, vos yachts, vous les auriez gardés. Il fallait pas les envoyer à Nice, ou en Grèce, ou je ne sais où. Donc Poutine n'a aucune pitié pour les milliardaires, et en revanche, en Ukraine, ce sont les oligarques, ce sont toujours des oligarques, c'est eux qui décident. C'est eux qui ont financé Maïdan. Kolomoïski, le parrain de Zelensky, il a été nommé gouverneur dans la région de Dnepropetrovsk pour liquider toute opposition pro-russe. Et il l'a fait avec une sauvagerie inouïe. De la même manière que à Odessa, la répression a été d'une sauvagerie inouïe. Et tous les groupes comme Pravi Sector, comme Azov, ont été financés par des oligarques. Azov a été financé par Akhmetov. C'était même, je le cite encore une fois, la presse, c'est moi qui le dis, c'est la presse ukrainienne. Et c'était des règlements de compte, des meurtres, voilà. Ça, Maïdan, cette soi-disant révolution de la dignité, a été le triomphe de l'oligarchie. Et finalement, les affrontements entre oligarques, notamment entre le président Poroshenko, qui s'est largement enrichi d'ailleurs pendant sa présidence, et l'autre oligarque Kolomoïski, qui ont commencé immédiatement après Maïdan, eh bien, sont aussi des signes de cette vie politique complètement détraquée. Et Kolomoïski, d'ailleurs, Zelensky lui-même est le produit de Kolomoïski, puisqu'il s'est rendu célèbre sur sa chaîne de télé à l'époque.
Alors, dans ce livre, vous consacrez une partie entière justement à la fameuse expression également de Vladimir Poutine, selon laquelle l'Occident, je vous cite, enfin, je le cite plutôt, est devenu l'empire du mensonge, en reprenant la fameuse expression de l'empire du mal utilisée par Ronald Reagan dans les années 80 à l'encontre de l'URSS. Pour vous, est-ce que c'est une expression pertinente? Oui, et d'ailleurs, je ne veux pas me vanter, mais je l'ai utilisé avant Vladimir Poutine sur les chaînes de télé russes, Imperial J. Vous êtes sa plume. J'ai l'impression qu'il me copie. Hein. Et donc tout à fait. Moi, j'avais évoqué ça. C'était avant même avant même Maïdan. J'étais déjà de temps en temps un petit peu invité sur les médias russes. Mais vous craignez pas. Bon, vous dites que c'était avant, mais vous craignez pas qu'on vous accuse justement quand même. Vous avez mort de reprendre tous les éléments de langage, le narratif du Kremlin? Non, c'est le Kremlin qui reprend mes éléments de langage. D'accord. Incontestablement. D'accord. Écoutez, le problème, c'est que plus sérieusement, l'histoire, alors c'est pas une science exacte, mais globalement, c'est une science rationnelle. Vous pouvez, à partir des faits historiques, produire une analyse et après, eh bien, le public jugera de ce qui est vrai. Les événements du Maïdan, c'est le premier mensonge de l'Occident pour vous? Non, c'est la Yougoslavie. C'est d'ailleurs à l'origine, en fait, quand je parlais de l'empire du mensonge, je pensais à la Yougoslavie. La manière dont les Serbes ont été accusés de tous les crimes, les mêmes dont on a accusé la Russie d'ailleurs. Les viols de masse, les massacres, les enfants, etc. À chaque fois, c'est le même cinéma. Le Maïdan, c'est quoi? C'est une opération de la CIA pour vous? Alors, le Maïdan, il y a plusieurs choses. Dans le Maïdan, il y a un ras-le-bol de la population ukrainienne, tout à fait compréhensible, de la corruption de masse. Il y a le fait que la partie qui avait voté pour Yanukovych, qui s'était fait élire sur la promesse de faire de russe une langue officielle, de rentrer dans les noms douanières russes, finalement, et il n'a rien tenu, et il a commencé l'accord d'association avec l'Europe. Donc c'est cette espèce de manipulation systématique, pardonnez-moi l'expression, de foutage de gueule de la part des élites politiques ukrainiennes, où qu'elles se trouvent, quelles qu'elles soient, contre la population russe. Puisqu'ils se font élire par la population russe et russophone, et pour finir, ils font le contraire. Zelensky s'est fait élire parce qu'il était la star d'une série télévisée où jouait le président de l'Ukraine, une série qui était en russe, et il a promis de se réconcilier avec la Russie et les Russes, de faire Poroshenko, son prédécesseur, pareil. Mais une fois au pouvoir, c'est l'oligarchie qui reprend le pouvoir, et c'est Washington. Parce que Washington tient l'oligarchie, qui a des actifs dans les banques à l'international. Pourquoi croyez-vous que Vladimir Poutine a interdit à tous les hauts fonctionnaires, tous les députés, d'avoir la double nationalité et d'avoir des actifs à l'étranger? C'est illégal en Russie, comprenez? Pour pas qu'ils puissent être tenus. Mais vous parlez de l'empire du mensonge, honnêtement. La Russie, elle ment pas non plus, jamais. Écoutez, j'imagine bien qu'elle doit mentir de temps en temps, mais dans le domaine qui nous intéresse, ce qu'a dit Vladimir Poutine, notamment dans l'interview avec Tucker Carlson, est vrai historiquement. Et d'ailleurs, après son intervention, Johnson a dit c'est un tissu de mensonges, mais personne n'a pu dire mais où Vladimir Poutine a-t-il menti? Est-il vrai ou non que la dynastie des Heroïkides vient de Russie, de la Grande Russie? Oui, c'est vrai. Est-il vrai ou non que la Pologne a coopéré avec Adolf Hitler et a signé un pacte en 1934? Oui, c'est vrai. Est-il vrai ou non que la Pologne s'est partagée la Tchécoslovaquie en 1938? Alors, ils ont pris un petit bout, mais ils en ont pris un bout quand même. Les Hongrois aussi, d'ailleurs, avec Adolf Hitler. Oui, c'est vrai. C'est tout. Et donc là-dessus, et ce qui fait que quand Hitler est venu voir Staline, et donc Staline, voyant ça, s'est dit en fait, ceux avec qui il avait des accords, notamment la France, on avait un accord en 1935 signé par Pierre Laval d'ailleurs avec l'URSS, les parachutistes, mon régiment parachutiste, le 1er CP, démarre son histoire en URSS par les premiers officiers qui ont été formés en URSS aux techniques parachutistes. Donc on avait un accord et à Munich on n'a rien respecté. Et c'est ce que disent d'ailleurs les historiens russes. Et c'est tout à fait justifié. Staline est le dernier à signer un accord avec Hitler. Tout le monde a signé avec Hitler, et essentiellement à Munich. Et donc ce qu'a dit Vladimir, mais personne ne veut en parler parce que effectivement c'est pratique. J'ai évidemment une partie qui s'appelle la Pologne victimaire, et la Pologne se présente toujours comme la victime, mais en fait c'est elle qui a collaboré, et je le prouve massivement avec Adolf Hitler. Et il y avait des compatibilités qui étaient évidentes entre leurs deux systèmes. Et Staline, finalement, qui savait que tôt ou tard, l'Allemagne lui tomberait dessus, il avait lu Mein Kampf, a trouvé le moyen de gagner du temps. Pour lui, c'était la divine surprise. Quand Hitler est venu le voir, enfin, quand Ribbentrop a rencontré Molotov et a dit on est prêt à un partage de la Pologne, ça c'est les clauses secrètes, et un pacte de non-agression.
Et Staline a sauté dessus parce que il s'attendait vraiment à ce que, pour lui, l'Allemagne nazie et la France et les États-Unis, l'Angleterre, c'était des pays capitalistes. Il était certain après Munich que ils allaient tous s'associer pour lui tomber dessus. Et d'ailleurs, il y croira encore jusqu'en 1945. Et Hitler aussi voudra y croire à la mort de Roosevelt le 12 avril de 1945. Vous traitez également un sujet intéressant dans cet ouvrage qui est pour le coup entièrement absent d'ailleurs des médias en Occident, si je ne me trompe pas, à savoir le fameux MH17, ce vol de la Malaysia Airlines opéré le 17 juillet 2014 qui relie Amsterdam à Kuala Lumpur et qui s'est désintégré donc en vol au-dessus de la région de Donetsk, au Donbass. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette affaire ? Cette affaire est intéressante parce que j'appelle ça le père de tous les mensonges. Puisque, en fait, il y a la théorie qui a été retenue par l'Occident, y compris lors de cette parodie de procès qui a eu lieu, c'est que ce sont les Russes qui ont détruit par erreur le MH17. Et ce qui est intéressant, c'est que les mensonges sont tellement mal faits qu'au fur et à mesure que l'enquête avance, on change le narratif parce qu'on s'aperçoit que ce qu'on a dit au début est totalement invraisemblable. Notamment l'hypothèse du début. Certains d'ailleurs ne savent même pas qu'elle a changé. L'hypothèse du début, c'était que en fait les Russes ont livré un système Buk M1 qui n'est plus en service dans l'armée russe depuis 3 ans. Ils l'ont livré aux rebelles. Qui se sont plantés en l'utilisant et qui ont détruit à 10 000 mètres d'altitude un Boeing, voilà, sans le faire exprès. Parce qu'évidemment que les rebelles n'avaient aucun intérêt à détruire un Boeing. Et en fait, donc ce narratif est maintenu jusqu'en 2016. Je cite un document de l'IFRI d'ailleurs où ils reprennent ce narratif. Mais à partir du moment où il y a l'équipe conjointe d'investigation, donc qui est formé, on s'aperçoit que ça tient pas la route parce que pour manœuvrer un système Buk, c'est au moins 1 an de formation. Et donc, mais pourtant, John Kerry sur CNN, 3 jours après la destruction du MH17, le 20 juillet 2014, dit on sait d'où ça vient, on a la preuve. En gros, on va vous envoyer la photo. Ce sont des rebelles qui ont utilisé un système qui a été donné par les Russes. Donc, ce narratif dure pendant 2 ans. Et puis, comme c'est invraisemblable. Encore une fois, on ne peut pas former une bande de mineurs et de métallurgistes en 2 mois à utiliser un Buk M1. Imperceptiblement, en 2016, le mensonge change. Et là, annoncer les Russes qui, en fait, ont discrètement envoyé un de leurs systèmes avec l'équipage. Et c'est eux qui se sont plantés, parce qu'évidemment, on peut pas dire. Mais si c'est un système, mais si c'est des Russes qui sont dans le système, ils peuvent pas se planter. On peut pas confondre pour une équipage formé un Boeing avec un chasseur bombardier ukrainien. C'est pas possible. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils avaient inventé l'autre mensonge au début, en disant que c'était. C'est quoi l'intérêt des Ukrainiens? Alors, si c'était eux. Après, donc, ce qui est évident, ça je l'affirme, c'est que le système a été détruit, le Boeing a été détruit par l'armée ukrainienne. Il y a 2 questions qui se posent. Est-ce que c'était un missile ou est-ce que c'était un avion? Un tir accidentel, il y en a déjà eu un au début des années 2000. Il y a un avion qui revenait d'Israël, qui allait en Russie, qui a été abattu par erreur par la DCA ukrainienne avec un S-200. Donc, l'armée ukrainienne était mal formée. Il y avait beaucoup de laisser-aller, les matériels étaient mal entretenus. Donc, un tir accidentel est quelque chose qu'on peut envisager. Moi, c'est pas ce que je retiens. Je pense que le Boeing a été délibérément abattu par l'armée ukrainienne avec la bénédiction de la CIA. Je n'ai pas de preuves, mais il y a une convergence de faits et je pense que ça a été fait exprès. Pourquoi ? Parce que les Occidentaux, les Européens ne voulaient pas prendre de sanctions contre la Russie. Et même lorsque le MH17 a été détruit, et là c'est Joe Biden qui le dit, ni François Hollande, ni Ramsey, qui est à l'époque le Premier ministre italien, ne voulait mettre de sanctions parce qu'il savait pertinemment que c'était les Ukrainiens qui avaient détruit le MH17. Et donc le MH17 a été détruit pour forcer les Européens à prendre des vraies sanctions. Parce qu'après le rattachement de la Crimée, les sanctions qui avaient été prises faisaient rire tout le monde. Évidemment, après les sanctions qui ont été prises après le rattachement de la Crimée, ça a fait rigoler tout le monde. Je cite d'ailleurs un journaliste suisse qui dit, oui, à ce niveau-là, le prochain niveau, c'est l'interdiction de la piste rouge aux milliardaires russes. Donc ça fait rire tout le monde. Évidemment, ça faisait pas rire Washington. Ils avaient perdu la Crimée. Les Américains ont
avait investi sur la prise de contrôle de la Crimée. Et en une semaine, tout était réglé quasiment. Ils l'ont perdu en quelques semaines. Donc ça, c'est très mal passé. Ils voyaient qu'ils allaient perdre en plus le Donbass. C'est la richesse de l'Ukraine. Toute l'Ukraine vit sur la richesse du Donbass. Il y a Mariupol, le premier port industriel dont j'ai parlé. Et là, ils se sont dit, c'est pas possible. Donc en plus, les Européens veulent pas mettre de sanctions sérieuses. Et donc ils ont fait ça. Et immédiatement après, alors là, pour le coup, on a eu interdiction de refinancement à plus d'un mois des institutions financières russes, fin de la coopération dans le domaine technologique sur l'extraction d'hydrocarbures et fin de tous les projets militaires communs à venir. Et en plus, je travaillais dans ce domaine-là, c'était un de mes clients, donc j'ai vraiment vécu ça de l'intérieur. Donc évidemment, l'opération MH17 a été très bonne pour Washington. Et je pense que ça a été délibéré. Alors, je pense que quand John Kerry, 3 jours après, dit, je pense qu'il ne ment pas. Je pense qu'il a eu le rapport de la CIA qui a dit on a les preuves, etc. Ils ont même dit qu'ils avaient les photos. Hein. Et d'ailleurs, le comité d'enquête conjoint a parlé de ça en disant, a demandé les photos et donc évidemment demandé la publication. Washington a toujours refusé la publication des photos, des preuves qu'ils disent avoir. Il faut les croire sur parole. Pourquoi est-ce qu'ils refusent de les publier? Si les Russes sont coupables, mais mon Dieu, montrez-le. Montrez-le. De la même manière que pour Boutcha, Sergueï Lavrov demande la liste des victimes. Donnez-nous la liste des victimes. Il l'a demandé à l'ONU, il l'a demandé à l'OSCE, on lui donne toujours pas. Donc on est exactement dans... Mais là, ce qui est grave, c'est pour ça que j'appelle ça le père de tous les mensonges, c'est que, évidemment, que les services secrets français, allemands, tout le monde sait bien qui a détruit le MH17. Ça veut dire que le chantage qui est fait de Washington sur Paris et Berlin, c'est, comme vous avez refusé de prendre des sanctions sérieuses contre la Russie, on a été obligé de tuer 298 personnes. Et c'est de votre faute. Donc évidemment, après... Et je vous dis, et même après la destruction du MH17, ni Hollande ni Ramsey ne voulaient prendre des sanctions contre Moscou. Et Joe Biden raconte lui-même que c'est grâce à Angela Merkel, il a convaincu Angela Merkel qu'il est... Vous êtes nombreux à tenir cette théorie, enfin, ou vous êtes seul? Tous les gens qui ont sérieusement étudié le sujet sont arrivés à cette conclusion. Et je défie quiconque de me prouver le contraire. Et c'est là aussi on a commencé à voir apparaître les l'OSINT, Open Source Intelligence, donc qui est notamment Bellingcat. Ensuite, on a eu Oryx pour ce qui est de l'opération militaire spéciale, où on a commencé à sortir des preuves complètement bidons issues des réseaux sociaux. Mais après, il y a des réalités, pratiques qui font que d'ailleurs les mensonges sont mal faits. Vous imaginez que le mensonge qui a été maintenu pendant 2 ans, tout d'un coup, imperceptiblement, on nous explique ah non, finalement c'est pas des mineurs, c'est un équipage russe. C'est vraiment quelque chose qui est systématique. Mais ce qui est grave, c'est que 298 personnes sont mortes et que ces gens-là n'ont pas le droit à la vérité. Et d'ailleurs, il y a une chose, c'est que en Malaisie, personne ne croit les bobards du comité d'enquête conjoint. Personne, ni les élites. D'ailleurs, le président malaisien à l'époque a dit que c'était n'importe quoi, et surtout pas la population. Alors, Xavier Moreau, après cette déjà première heure ensemble, on en vient maintenant à la guerre elle-même, qui fait l'objet donc d'un peu plus de la moitié d'ailleurs de ce dernier ouvrage. Pour vous, l'issue de cette guerre était écrite dès le 24 février 2022, c'est ça? Oui, tout à fait. Je pense qu'il était facilement... Bon, en ce qui concerne que le fait que... C'était quoi les facteurs qui permettaient en 2022 de prévoir déjà la Russie l'Ukraine face à la Russie, c'était une question de semaines. Encore une fois, en avril, tout aurait dû être terminé. Si jamais Johnson... Oui, mais après, la question, c'est l'OTAN. Après, la question se pose, une fois que l'OTAN aide l'Ukraine, là aussi, même avec l'arrivée de l'OTAN n'avait pas les moyens, c'était facilement calculable, de tenir face à la Russie. Et aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, c'est le New York Times qui explique que la Russie produit plus de munitions que tous les pays de l'OTAN ensemble, produit plus d'armements que tous les pays de l'OTAN ensemble, que ces armements sont plus simples à entretenir, plus faciles, plus adaptés au terrain. Donc tout ça, ce que aujourd'hui on a l'impression là, alors dans la presse française on n'est pas encore là, il leur faut un certain temps pour traduire les articles qu'ils trouvent dans la presse anglo-saxonne, mais aujourd'hui c'est quelque chose qui est acquis dans toute la presse anglo-saxonne, le Wall Street Journal, le Washington Post, le Bloomberg, le New York Times, même la presse anglaise, le Telegraph. Et le coût de cette guerre, parce qu'il est colossal aussi le coût, et justement la Russie peut challenger tous les pays de l'OTAN.
Écoutez, quand on regarde, oui, c'est ça, mais c'est ça, en fait, si vous voulez, pourquoi est-ce que ça va avoir des conséquences politiques? Parce qu'on vivait quand même dans l'illusion, les pays occidentaux vivaient dans l'illusion qu'ils avaient quand même une suprématie dans le domaine économique, industriel, technologique, et finalement, on voit que c'est pas du tout le cas. Et finalement, d'ailleurs, les sanctions technologiques ne viennent pas les plus graves, ne viennent pas d'Europe. Elles viennent du fait que Washington a interdit à Taïwan et à la Corée du Sud de livrer des semi-conducteurs à la Russie. C'est même pas nous qui privons la Russie de ce qu'on leur exporte. Ce que nous, par exemple, en Russie, il n'y avait pas d'usine pour les systèmes ABS. Maintenant, il y en a une. Donc, avant, tout était importé. Il y a des tas de sous-ensembles dans l'industrie mobile qui n'existaient. Et encore une fois, c'est pour ça que Vladimir Poutine souhaitait ces sanctions. J'en suis intimement persuadé. Il avait vu le résultat des sanctions de 2014 qui ont permis le développement du secteur agricole, le développement du secteur des machines agricoles. Il a vu ce que ça a pu donner. Ça a permis à la Russie en 2014 d'avoir son propre système de carte bancaire, le carte MIR, son propre système de transfert interbancaire, le SPFS qui remplaçait le SWIFT. Votre conviction, c'est qu'il souhaitait tout ça? J'en suis persuadé. Il a bien vu que, ce que je disais, ce qu'il dit souvent, la Russie est un pays extrêmement riche. Elle peut tout acheter. Elle a qu'à vendre ses matières premières, pas seulement le pétrole et le gaz, il y a tout. Le titane dans les avions français, il vient de Russie. Donc elle a juste à vendre et importer des produits finis. Et Poutine voulait mettre fin à cette maladie, ce qu'on appelle la maladie hollandaise. Et donc, pour forcer les Russes à faire ce qu'ils peuvent largement faire, il a utilisé les sanctions. Et donc, dans le domaine que je viens de dire, du point de vue bancaire, du point de vue agricole, les sanctions de 2014 et les contre-sanctions russes ont été une bénédiction. De la même manière que les sanctions que nous voyons aujourd'hui, oui, il va y avoir des années qui vont être difficiles. Le remplacement des importations, comme par exemple les avions Boeing, les avions, surtout Boeing maintenant, il faut se méfier, mais Airbus, ça va prendre du temps. Là, je regardais les dernières informations, les premiers MS-21 qui sont un peu là, qui vont être le fleuron de la fleurie, les premières livraisons auront lieu vraisemblablement en 2025, pas en 2024. Donc en attendant, il faudra faire avec les vieux avions Boeing et Airbus que les Russes ont conservés. Mais ils vont y arriver. Et si jamais il n'y avait pas eu ça, eh bien, il y aurait peut-être eu le MS-21, mais avec des moteurs Pratt & Whitney, pas avec le PD-14 russe, avec une électronique importée, et finalement, quoi qu'il arrive, il n'y aurait pas eu de souveraineté en matière d'aéronautique civile. Maintenant, d'ici 2 ans, la Russie sera totalement souveraine en matière d'aéronautique civile. Du point de vue des voitures aujourd'hui, ils ont remplacé les voitures européennes par des voitures chinoises, mais ils ont bien l'intention de contraindre les Chinois à fabriquer sur place, et donc ils auront une industrie automobile souveraine. Et à côté de ça, vous avez un pays qui a toutes les matières premières dont il a besoin. Il s'autosuffit. Sauf dans les semi-conducteurs. Et là, mais le problème pour l'Occident, c'est qu'il y a la Chine. Et puis, il y a aussi le fait que vous ne pouvez pas isoler un pays comme la Russie. L'URSS était dans une situation économique catastrophique parce que c'était un pays socialiste, mais aussi parce qu'elle s'était auto-isolée elle-même du monde. Mais si la Russie ne veut pas s'isoler, si elle explique à ses voisins, le Kazakhstan, la Chine, les autres pays d'Asie centrale, que l'Indonésie, même si c'est pas vraiment un voisin direct, ils sont prêts à acheter, ils ont besoin de microprocesseurs de 5-7 nanomètres, ils vont bien trouver un homme d'affaires indonésien qui vous dit, je vous amène. C'est un produit à double destination, civile et militaire. Et donc aujourd'hui, vous voyez, ces malheureux de l'Union européenne ou même à Washington qui tentent d'ajouter des sanctions vis-à-vis des gens qui contourneraient les sanctions. Mais aujourd'hui, si vous contournez les sanctions, vous pouvez gagner énormément d'argent, donc vous trouverez toujours quelqu'un qui va contourner. Par exemple, il y a 1 an, je me suis fait faire, pour monter mes vidéos, un ordinateur hyper performant. J'ai pu commander sur l'équivalent d'Amazon. Puisqu'on le rappelle, pour les gens qui nous regardent, vous vivez en Russie. J'habite en Russie. J'ai pu commander sur l'équivalent d'Amazon russe. Un Intel 7, dernier modèle, une carte graphique Samsung, une carte mère pareil aussi. Vous êtes passé par la Chine je sais pas par où ils sont passés. Oui, ça vient du Vietnam, ça vient. Regardez un peu d'où ça vient. Quoi qu'il arrive, ça va arriver. Ça va arriver. Ça coûtera peut-être un peu plus cher, mais j'ai même regardé les prix par rapport à la France. C'était moins cher. Et parce qu'en fait, c'est fabriqué où tout ça? C'est pas fabriqué en France. La France, malheureusement, fabrique pas ce genre de choses. Donc, finalement, vous commandez quelque chose qui est fabriqué en Chine ou au Vietnam, vous passez pas par, vous commandez en direct. On revient à Poutine. Vous parliez de Poutine.
Franchement, il était obligé de déclencher cette opération militaire, Xavier Moreau? De toute manière, c'était parti. L'opération militaire, il y en aurait une, puisque Kiev s'apprêtait à faire avait commencé d'ailleurs son... Pourquoi il a choisi ce moment-là aussi? Parce que Kiev a commencé son opération de nettoyage ethnique. Vous regardez les rapports de l'OSCE, qui est observateur, notamment je cite celui du 20 février 2022, Donetsk, il y a donc dans les rapports de l'OSCE, il y a la description d'où vient le non-respect du cessez-le-feu, et il y a une carte des impacts. Donetsk est recouvert d'impacts. Les Ukrainiens sont en train de préparer, parce que tout va mal en Ukraine, et de la même manière qu'Emmanuel Macron aujourd'hui parle de guerre à l'extérieur pour pas qu'on parle de ses problèmes à l'intérieur, Zelensky c'était pareil, en pire. Il était dans les Pandora Papers, l'économie ukrainienne était en train de s'effondrer, il fallait passer à autre chose avant qu'il soit trop tard, et cette autre chose c'était d'essayer de retrouver de la popularité en lançant la fameuse opération croate, hein, ils appellent ça, c'était l'épuration ethnique de la Krajina serbe, et les ultras, notamment Lutsenko, le procureur général d'Ukraine, l'ancien, souhaitait l'épuration ethnique du Donbass, en fait. Et donc, il était parti pour ça, pour relancer la guerre. Et donc, ce qu'a fait Vladimir Poutine, c'est ce que nous aurions dû faire en 1936, c'est une guerre préventive, juste avant que Kiev commence. Et ça a été magistral, parce que contrairement à ce qu'on nous a raconté, la Russie s'est emparée en quelques semaines de la totalité du sud-est de l'Ukraine. Non, enfin, pardon, ça n'a pas été une victoire rapide quand même. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas eu cette victoire aussi rapide? Parce que l'OTAN est intervenu. Parce que l'OTAN est intervenu. Le Wall Street Mais il Journal... pensait que l'Ukraine ne serait pas soutenue par l'OTAN, Vladimir Poutine? Je pense que de manière, il n'a pas le choix d'intervenir, puisqu'il n'allait pas laisser... Encore une fois, la Russie ne serait pas intervenue s'il n'y avait pas eu de tentative d'épuration ethnique. S'il n'y avait pas de tentative, si la guerre ne reprenait pas. La Russie ne serait pas venue, elle n'avait aucun intérêt. L'Ukraine était en plein effondrement économique. Même si les partis d'opposition étaient réprimés, parce que l'Ukraine de Zelensky est une dictature. Avant le février 2022, le principal opposant de Zelensky, dont c'est marrant, personne ne parlait, hein, parlait de comment il s'appelle, de Navalny, qui ne représente absolument rien, Medvedchuk, est mis en résidence surveillée à partir du mois de février 2021. Les 3 chaînes d'opposition sont fermées en avril 2021. L'Ukraine de Zelensky est une dictature qui se radicalise au fur et à mesure que la situation intérieure devient de plus en plus catastrophique, notamment du point de vue énergétique, du point de vue économique. Donc, il se décide finalement pour banco et de lancer cette opération contre... Et elle n'a pas été un échec du côté russe quand même, cette opération? Elle n'est pas terminée. Et je pense qu'elle sera même un immense succès. Ça aurait été un demi-succès s'il s'était contenté de Donetsk et de Lugansk, mais finalement, il y aura Lugansk, Donetsk, il y aura Zaporozhye, il y aura Kherson, et à mon avis, il y aura Kharkov, il y aura Nikolaïev et il y aura Odessa. C'est-à-dire que la Russie privera ce qui restera de l'Ukraine, et donc l'OTAN, de l'accès à la mer Noire. Il ne restera plus que les côtes roumaines et bulgares, mais qui sont bien plus turques, mais la Turquie n'est pas un allié idéal pour l'OTAN. Donc non, le résultat final sera évidemment pour la Russie. Et surtout, là, il y a, depuis le début de l'opération militaire spéciale, il y a eu 2 millions de passeports qui ont été donnés à des Ukrainiens. Donc, c'est pas du tout une catastrophe démographique, ce qu'espéraient sans doute Johnson et Biden. Donc, ils reprennent les territoires les plus riches d'Ukraine, les ports, l'industrie. Ils vont récupérer des citoyens. Donc, la Russie va devenir un pays vraisemblablement à terme qui va dépasser les 150 millions d'habitants. Et aujourd'hui, le seul véritable problème économique de la Russie, ça concerne combien en population? Alors, d'après les chiffres, pour l'instant, 6,5 millions. 6,5 millions. Mais à terme, je pense que notamment avec Kharkov, je pense qu'aussi il y a énormément de migrants ukrainiens qui sont maltraités ou qui sont simplement plus soutenus dans des tas de pays où ils ont immigré, où ils sont traités comme des esclaves, c'est le cas en Pologne, qui vont faire le choix de venir de venir en Russie. Enfin, vous êtes quand même d'accord, pardon, pour revenir sur le mode opératoire, ils ont quand même rencontré de sérieuses difficultés quand même, qui n'étaient pas prévues. La difficulté qu'ils ont rencontrée, c'est l'OTAN. C'est-à-dire que tout d'un coup, Johnson arrive le 9 avril, il annonce que finalement, il intime aux Ukrainiens de continuer la guerre. Immédiatement, les livraisons de chars arrivent et l'Ukraine mobilise. Or, la Russie a attaqué en infériorité numérique.
Et là encore, je donne les chiffres qui sont donnés par les Ukrainiens et l'OTAN. Le début février, il y a un article qui sort dans Défense Express. C'est le magazine de défense du complexe militaro-industriel ukrainien, du ministère de la Défense. Et là, il y a une grosse interview de Zaloujny, donc chef d'état-major de l'armée ukrainienne, et de Zelensky, qui annonce 420 000 hommes prêts à défendre contre l'invasion russe. Les Russes attaquent, selon l'OTAN, avec un contingent de 160 000 hommes. Ils sont quasiment à 3 contre 1. Malgré tout, ils s'emparent de la ville de Kherson, ils traversent le Dniepr, ils font un bond de 100 km en 9 jours. Et l'armée ukrainienne est pulvérisée, complètement dépassée. Ils s'emparent de Mariupol, le plus gros port sur la mer d'Azov, qui était une des forteresses de Azov, notamment, le bataillon de représailles, le régiment de représailles même. Ils s'en emparent en 2 mois. Et ils enfoncent la première ligne de défense dans le Donbass ukrainienne. Ils approchent vers Kiev, mais évidemment pas dans l'idée de s'emparer de Kiev, il y avait même pas 30 000 hommes. Donc vous prenez pas une agglomération de 3 millions d'habitants avec 30 000 hommes. C'était une diversion qui a fonctionné, puisque tous les renforts ukrainiens ont été envoyés vers la capitale pour protéger le centre de décision politique. Et normalement, avec cette démonstration de force, ils pensaient que ça suffirait à Kiev pour les obliger à négocier. Et ils avaient raison. Zelensky était prêt à négocier au bout de 24 heures. J'avais même dit, si ça continue, ça sera la guerre des 2 jours. Et ça aurait dû être la guerre des 2 jours, en fait. Mais malheureusement pour les Ukrainiens... C'était quoi, alors, à vous entendre, le tournant de cette guerre? Le 9 avril... qui a donné l'avantage à la Russie. Le tournant de cette guerre? Non, c'était que l'armée russe La Russie envoyait toutes ses forces professionnelles. Donc, si vous voulez, même si Kiev pouvait déployer 3 fois plus de soldats, le niveau n'avait rien à voir. Et donc, contrairement à ce qu'on nous a vendu, c'était la Russie qui dominait techniquement et du point de vue technologique. Et c'était pas les armes miracles qu'on nous a vendues. C'est la masse ukrainienne qui a permis, et qui en plus était en défense. Donc en défense, vous êtes censé, dans les manuels, vous êtes censé d'attaquer au moins à 1 contre 3. Là, à 3 contre 1. Et là, les Russes attaquaient à 1 contre 3. C'est pour ça que la campagne russe initiale, contrairement à ce qu'on a raconté, a montré l'immense supériorité de l'état-major russe et l'audace. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que la Russie, donc à partir du moment où l'OTAN intervient, a continué. Il y a une mobilisation générale en Ukraine. Donc, d'après les chiffres qui sont donnés par le Reznikov, le ministre de la Défense ukrainien, à l'été, ils ont 1 million d'hommes prêts à se battre. Toutes les sources, encore une fois, c'est les déclarations de Reznikov, y compris dans la presse française. Les Russes, ils sont toujours à 160 000, plus les 20 000 des troupes rebelles. Et malgré tout, ils continuent à progresser jusqu'en début juillet. Ils libèrent complètement la République populaire de Lugansk, ils prennent Lysychansk, Severodonetsk. Et malgré ça, et donc visiblement à ce moment-là, ils comprennent que la guerre va durer et ils décident de mobiliser et de raccourcir le front. C'est ce que même finira par admettre le centre de doctrine et d'enseignement de l'armée de terre. Je le cite qui finira finalement la retraite de Kherson. Il compare ça à l'opération Alberich, c'est-à-dire un retrait opératif des Allemands en 1917. Donc la Russie en fait a espéré que les Ukrainiens seraient raisonnables. Les Ukrainiens ont été raisonnables, mais malheureusement, il y a eu Johnson, il y a eu Biden, et ils voulaient la guerre. Et donc ils l'ont eu. Et à partir du moment où la Russie doit mobiliser, doit s'investir davantage, je dirais, c'est un investissement. Donc, au lieu de se contenter de la Crimée qu'elle avait déjà et des républiques populaires, eh bien, maintenant, ils vont prendre en plus officiellement 2 régions, et je pense, moi, qu'ils vont en prendre encore 3 ou 4. Peut-être même plus. Et plus la guerre durera, plus les Russes iront loin, et surtout plus le régime kievien va se discréditer. Et donc petit à petit, je pense qu'on va voir, on le voit déjà d'ailleurs, l'opinion publique ukrainienne basculer. Et d'ailleurs, en fait, ils votent déjà avec leurs pieds. Hein. Ils essaient de s'enfuir. Il y a tout un système de corruption d'ailleurs qui s'est mis en place des sergents-recruteurs, à tel point que Zelensky, en août 2023, a viré tous les responsables des bureaux de recrutement dans toute l'Ukraine. Et c'était officiel que c'était $5 000, $10 000. On nous présentait la résistance ukrainienne extraordinaire. $5 000, $10 000, pourquoi? Pour franchir pour franchir la frontière. Oui, pour s'en aller. Pour s'en aller. Donc c'était un véritable fuir le front. Oui, fuir le front. C'est un véritable business à l'ukrainienne. Et donc évidemment, l'image qu'on nous donnait donc d'une armée, donc les vagues humaines russes, non, c'est faux. L'armée russe jusqu'à aujourd'hui, alors qu'elle est en train de mettre une pile en ce moment sur le front, elle est en infériorité numérique par rapport aux chiffres annoncés par Zelensky a annoncé 880 000 hommes en janvier.
Poutine a annoncé 617 000 hommes avant les vacances de Noël. Donc la Russie l'emporte depuis le début en infériorité numérique. Et ça aussi, c'est un choc, évidemment, ça sera un choc à terme pour les Occidentaux, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit une Russie avec une armée en infériorité numérique est capable de produire, l'emporte parce qu'elle a une meilleure technologie, plus des munitions, et qu'elle est mieux commandée. Et surtout ça, elle est bien mieux commandée. Parce que ce sont les militaires qui commandent et pas les communicants. Zelensky a une armée qui est commandée par des communicants. Par exemple, tenir à tout prix Bakhmout, Artyomovsk, était une grave erreur en 2022, début 2022. Il fallait mieux se replier derrière et ne pas sacrifier les unités qui étaient prévues pour la contre-offensive. Mais Zelensky ne voulait pas perdre Bakhmout parce que il avait vendu à sa population et aux populations occidentales qu'après les deux contre-offensives de Kharkov et de Kherson, plus rien n'arrêterait l'armée ukrainienne. Et donc, sans arrêt, les Ukrainiens sont victimes du choix des communicants. Et je suis persuadé que Zaloujny ou Syrski, le chef actuel de l'armée ukrainienne, en fait, ne dirige rien. Les plans sont faits par l'état-major de l'OTAN, et puis les décisions sont prises en fonction de ce que disent les communicants. C'est évident. Alors, par exemple, ils sont en train d'essayer de s'agripper à Robotino. C'est le seul village significatif qui a été pris par les Ukrainiens pendant leur offensive d'été. C'est rien, en fait. À partir du moment où ils ont échoué, ils auraient dû repartir sur leur ligne de départ, se fortifier. Non, il faut absolument le tenir parce que le jour où la reprise de Robotino par les Russes sera annoncée, ce sera un scandale, une catastrophe. Même sur LCI, ils seront obligés de le dire. Alors qu'en fait, ça c'est rien. La prise ou la perte ou le risque, du point de vue purement opératif, n'a aucune influence sur la guerre. À la fin de votre livre, vous revenez sur l'affaire Prigojine. Avec le recul, quel regard vous portez sur cette affaire? Est-ce qu'on peut dire que le Kremlin a tremblé à ce moment-là? Non, bien sûr que non. D'ailleurs, le jour même, j'avais tweeté, le tweet est toujours là, vers midi. J'avais un mariage, je partais tranquillement au mariage de ma nièce russe, et j'avais dit, ça finira comme le putsch d'Alger. Voilà. Ça a été un peu plus rapide, puisque le putsch d'Alger, ils ont tenu 3-4 jours. Prigojine a tenu... Vous écrivez que les causes de la mort de Prigojine importent peu. Est-ce que malgré tout, quand même, vous ne pensez pas que c'est Poutine qui est derrière? Je ne pense pas que ce soit Poutine. Je pense que ça peut être l'armée. Il y a eu, comme j'ai dit, il y a eu plus de pertes d'aéronefs russes pendant les 15 heures qu'ont duré l'aventure de Prigojine que pendant toute l'offensive d'été de l'Ukraine. Donc ça peut être l'armée qui s'est vengée. Ça peut être aussi les services secrets étrangers, parce que Prigojine revenait d'Afrique, et visiblement Poutine lui avait dit, bon maintenant je veux plus te voir tu es pardonné, mais je veux plus te voir en Russie. Et donc il revenait d'une tournée en Afrique pour rassurer d'ailleurs ses clients africains en disant, vous inquiétez pas, tout continue à fonctionner. Donc je verrais, même l'hypothèse que je donne en priorité, ce serait un coup, voilà, sachant que Poutine à Valdai ou je sais plus dans quelle conférence a laissé entendre quand même on avait retrouvé pas mal de drogue, d'armes dans l'avion, dans les restes de l'avion. Mais pour l'instant, on attend toujours la publication du rapport du parquet russe. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Les crimes de guerre de la Russie, vous les reconnaissez ou pas? Écoutez, de la Russie, non. Il y a sans doute, parce que c'est la guerre, il y a des crimes. Mais la Russie est un état de droit, l'armée est contrôlée, donc quand il y a des crimes, eh bien les soldats sont contrôlés. Et surtout, il n'y a pas d'appel au meurtre, contrairement à ce qu'on a entendu dans la presse. Enfin, il y a des bombardements de cibles civiles, non? Alors, c'est un crime de guerre si c'est délibérément des cibles civiles. Si c'est un dommage collatéral, c'est pas un crime de guerre. Ça, je laisse... ce que je vois en tout cas, si vous voulez, c'est la différence entre Kiev et Gaza. Regardez Kiev 2 ans après le début de la guerre, regardez Gaza 3 mois après. Si jamais les Russes avaient voulu vraiment taper délibérément des villes civiles, Kiev ressemblerait à ça. Les Russes ont des bombes planantes d'1,5 tonne, ils peuvent raser Kiev sans aucun problème. Et ils ont même des choses encore plus grosses, donc ils ne l'ont pas fait. Ils ne détruisent les villes que parce que les Kieviens ont utilisé toutes les villes du Donbass comme des forteresses. Vous savez par combien de villages et de villes passait la ligne Maginot? 0. 0, parce que la ligne Maginot était faite pour protéger les Français. Là, ce qu'a fait le système de défense ukrainien, c'était les grandes villes russes. Et notamment, le verrou principal était Avdiivka, qu'ils ont transformé en forteresse. Parce qu'ils savaient très bien que les Russes, ils savaient très bien qu'en phase 2, il y avait des habitants d'Avdiivka. J'étais sur le front la première fois en novembre 2015, c'était dans le village de Spartak.
alors maintenant le front a été repoussé, surtout après la prise d'Avdiivka et bien plus loin, mais le commandant d'unité, donc il avait un pseudonyme, il s'appelait commandant Lee, et il avait sa femme et ses 2 gosses qui étaient encore à Mariupol. Et toute son unité, c'était des gens de Mariupol. Donc évidemment que les Kieviens savaient très bien qu'en fortifiant Avdiivka, qu'en fortifiant Mariupol, ça troublerait les soldats qui donnaient l'assaut à leur propre ville. Donc c'était délibéré. Et ce qui avait été intéressant, c'est que si les Russes vont plus avant dans le territoire, comment est-ce que les villes vont être traitées ? Là, les Russes approchent de... après, il y a différentes hypothèses. Moi, j'attends de regarder parce que comme en 2022, j'ai fait quelques erreurs d'appréciation. Et en plus, je pense que les Russes savent pas forcément où ils vont aller. Ils vont aller là où ça perce. Ils activent la totalité du front. Dès que ça perce un endroit, ils s'enfoncent. Mais on va voir ce que va devenir Zaporojye, ce que va devenir Kharkov. Est-ce qu'ils vont faire de Kharkov une forteresse ou est-ce qu'ils vont considérer que c'est leur population et donc le but c'est pas que Kharkov soit réduite en cendres. Sur un autre plan, la guerre de la communication quand même, ils l'ont pas perdu la Russie, honnêtement. Ils l'ont perdu en Europe, mais ils n'avaient aucune chance en Occident, mais ils n'avaient aucune chance de la gagner. Ils l'ont gagnée dans le reste du monde, dans tout le Sud global. C'était intéressant d'ailleurs, c'est que Bolsonaro s'entendait très bien avec Vladimir Poutine et Lula aussi s'entend très bien avec Vladimir Poutine. Et les deux prenaient Zelensky pour un guignol. On voit très bien d'ailleurs quand ils en parlent. Donc ça veut dire que, en fait, cette soumission totale au narratif de Washington sur l'Ukraine, c'est quelque chose de typiquement occidental et européen. Mais le reste, en Afrique, en Amérique du Sud, sauf maintenant peut-être en Argentine, mais dans le reste du monde, dans le monde asiatique, par exemple, je travaille avec l'Indonésie. Ramzan Kadyrov, c'est le héros, c'est le djihadiste qui se bat. Alors, je cite, je crois que je l'avais déjà dit, contre les homosexuels et les nazis. Donc c'est vraiment le bon djihad tel qu'il est vu. Donc il y a pas de. Dans le monde musulman, c'est pareil. Donc oui, ils ont perdu, mais comment vouliez-vous qu'ils gagnent ? C'est pas possible. Russia Today a été fermé. Voilà, et puis vous avez un espèce de matraquage de toutes les chaînes du régime d'Emmanuel Macron. Ici, on le voit très bien sur LCI, sur BFM. Je ne suis pas invité sur BFM, je ne suis pas invité sur LCI. Et je ne le serai pas. Je serai quasiment nulle part. Il n'y a que André Berkov qui est suffisamment courageux. Et je ne serai pas invité sur CNews parce que sinon ils vont perdre leur fréquence, etc., etc. Donc, alors que je suis quand même, je pense que je suis un des représentants, on va dire, pourquoi pas dire pro-russe, oui, ok. Vous l'assumez finalement. Moi, je suis pas neutre, je souhaite la victoire de la Russie, mais je suis surtout pro-français, parce que si j'étais pas citoyen... Vous pensez que c'est l'intérêt de la France dans cette guerre de... D'être neutre. D'être la puissance d'équilibre. Encore une fois, je n'appelle pas la France à soutenir... Alors on en vient à ces déclarations de Macron, là, à un moment, parce que finalement, c'est aussi, ça a surpris beaucoup de monde. Qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes ces déclations, là ? Il s'est quand même enchaîné, là. Moi, j'ai surtout lié ça à la situation intérieure d'Emmanuel Macron, à l'intérieur de la France. Vous pensez que c'est pour faire diversion ? Bien, il fallait sortir de ce cycle infernal de la salon de l'agriculture. Je pense que... Il y en a qui disent ça, vous pensez je pense que c'était une des raisons primaires. C'est pas la seule. Je pense aussi que Macron subit la pression très forte de la part de Scholz. Non seulement de Scholz, mais là je lisais en venant Rasmussen, donc l'ancien secrétaire général de l'OTAN, qui est un Danois, je crois, et qui disait que la France n'en faisait pas assez, ce qui est vrai. Mais en fait, on n'en fait pas assez parce qu'on ne peut pas faire plus. On fabrique même pas assez de munitions pour nous. On n'a plus de ligne de production de chars, on ne peut pas envoyer nos Leclerc, sinon ils ne seront pas remplaçables. Il n'y a plus de ligne de production de chars lourds français. Et sur cette question, du sujet de l'envoi des troupes au sol, rien que d'aborder cette question, est-ce que c'est déjà une faute politique ? Est-ce que c'est prémédité ? Je pense que c'est une manière de répondre à Scholz en disant en gros, vous voulez qu'on en fasse plus ? Ok, envoyons des troupes au sol. Évidemment, personne ne veut. Surtout les Allemands, c'est eux qui ont essayé. Il a dit que ce serait pas exclu, mais ça voulait dire. Oui, mais c'était pour qu'on parle d'autre chose et ça a fonctionné. Et surtout, c'est une manière de répondre à Scholz. Et d'ailleurs, la réponse, notamment de Habeck. C'est dans le New York Times, donc le vice-chancelier, je crois, ou vice-premier ministre, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui est un écologiste de la coalition de Scholz, a été dire faut que Macron, en gros, la ramène moins, mais envoie plus d'armes. Donc Rasmussen vient dire exactement la même chose dans une interview. Donc c'est en fait, si vous voulez, c'est ce que je répète, la défaite est orpheline.
Donc aujourd'hui, il s'agit de savoir qui va être responsable de la défaite. Donc les Allemands vont dire c'est à cause des Français qu'on peut envoyer. La victoire de la Russie pour vous, elle est indéniable, mais elle est quand pour vous? Ça va dépendre. Ça dépend. Le déclic, c'est l'OTAN. Ça dépend de l'aide de l'OTAN. Si l'OTAN n'était pas intervenu, la victoire de la Russie, c'était avril 2022. Là, et quand je dis l'OTAN, c'est les États-Unis, puisque c'est eux qui ont une certaine ressource industrielle. Les États-Unis, qu'on dit cette semaine, justement, ils sont un peu, désolidarisés de ce qu'avait dit Macron, quand même. Ils ont dit on n'ira jamais. Mais tout le monde, tous, à part le président tchèque, c'est pour ça que Vladimir Poutine s'est rendu, que Emmanuel Macron s'est rendu en Tchéquie, qui est une espèce de satrape de Washington. À part le président tchèque, tout le monde a dit que les chefs d'état-major de l'armée polonaise vient de dire que la Pologne n'était pas du tout structurée pour pouvoir partir là-bas. Personne ne veut y aller. Il fait courir un risque aux Français ou pas, Emmanuel Macron, en disant ça ou pas? Est-ce que vous pensez que... Je pense pas. Quand on voit quand même la réponse de Poutine, qui a quand même brandi quand même la dissuasion nucléaire, quand même... Vladimir Poutine a fait une nouvelle fois un cours de stratégie nucléaire à Emmanuel Macron et aux Européens en général, en disant, est-ce que vous vous rendez compte que si deux pays nucléaires ne peuvent pas s'affronter, sinon c'est la fin du monde. Parce que sinon, l'escalade devient incontrôlable. C'est ça qu'a dit Vladimir Poutine. Et c'était d'ailleurs sur un discours qui a duré 2h30, ça a duré 5 minutes. Mais vous la craignez, cette escalade, ou pas, Xavier Moreau? Je crois, je répète, au pouvoir rationalisant de l'atome, comme je disais le général Lucien Poirier, qui était un des 4 généraux de l'Apocalypse qui ont mis au point la stratégie nucléaire française. Je pense que malgré tout, comme dit mon ami Pierre-Antoine Plaquevent, ils aimeraient bien conquérir la planète Mars, mais pour l'instant, ils vivent avec nous sur Terre et qu'ils n'ont pas envie. Voilà. Et je crois surtout aussi que Washington est prêt à abandonner l'Ukraine parce qu'ils ont déjà remporté une grande victoire, non pas contre la Russie, mais contre l'Europe. Ils ont détruit l'économie européenne, c'est-à-dire l'économie allemande. Donc, quoi qu'il arrive pour eux, oui, ils vont subir une défaite humiliante contre la Russie, c'est incontestable. Mais le bénéfice économique est tel, ils ont provoqué la migration de grandes sociétés allemandes comme BASF, ils sont en train de détruire l'économie allemande, et donc pour eux c'est déjà ce sera pas une défaite pour l'Europe, pour l'Union européenne, ce sera une défaite totale, pour l'OTAN aussi. Mais pour Washington, c'est 50-50. Comment vous voyez l'évolution de ce conflit dans les mois qui viennent? Bon, il y aura évidemment l'élection présidentielle américaine. Je pense que si jamais il y a rabattre les cartes. Voilà, si jamais les 60 milliards ne sont pas donnés, ne sont pas votés, je pense que ça pourrait s'arrêter cette année. Mais encore une fois, je ne serai pas catégorique à 100%. Si un démocrate, donc qui est le parti de la guerre aux États-Unis, est élu, je pense que ça peut durer jusqu'en 2025. Mais tôt ou tard, de toute manière, il n'y aura plus de soldats ukrainiens. Parce qu'en fait, le problème, c'est ça fondamentalement, c'est que quoi qu'il arrive, on n'enverra pas de soldats. C'est le seul intérêt de la déclaration de Macron, c'est qu'on a vu tout d'un coup, y compris les plus belliqueux comme les Polonais, dire non, on n'ira jamais. Et donc ça veut dire que, étant donné la taille de la population ukrainienne, qui se réduit non seulement à cause des pertes, mais également parce que les gens s'en vont. Encore une fois, vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez la course à l'échalote derrière ces malheureux hommes ukrainiens pour les envoyer au front sans quasiment aucune formation. Tôt ou tard, il n'y aura plus de soldats. Donc ça s'arrêtera. Je pense, il y a un espoir que ça s'arrête cette année. Tout va dépendre de Washington. Pour voir la suite de l'émission, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.